Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Benjamin, co-créateur de Calipeg, et dans ce guide vidéo, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir pour faire de l'animation 2D n'importe où sur votre iPad avec Calipeg. Calipeg est une application d'animation 2D traditionnelle en pixels, conçue pour l'iPad et l'Apple Pencil. On va d'abord voir ensemble comment utiliser les outils basiques pour faire votre première animation 2D, et j'expliquerai ensuite en détail toutes les fonctions disponibles dans Calipeg. Lorsque vous ouvrez Calipeg, vous arrivez dans le studio. La première fois, le vôtre est vide, mais ici, j'ai déjà beaucoup de plans, que j'ai organisé donc avec mes plans au-dessus, mes scènes ici, et mes dossiers. Pour créer un plan, on appuie sur le plus, nouveau plan. Ici, je peux donner un nom à mon plan, choisir un pré-réglage pour avoir une taille prédéfinie. Je peux faire un double tap sur la valeur de largeur ou de hauteur pour rentrer une valeur personnalisée. Pareil pour les images par seconde. Je peux déterminer la durée de mon plan. Par défaut, c'est 1 seconde, mais par la suite, on peut augmenter cette durée. Et je peux aussi décider d'un nombre de plans à créer, par exemple 2, et choisir si cela va créer une scène ou non. Dans mon cas, je crée un seul plan. Et j'appuie sur Créer. On arrive ici dans l'interface du plan dans Calipeg, avec la toile qu'on peut manipuler. On peut faire ce geste pour réinitialiser sa taille pour que ça prenne tout l'écran. Si besoin, on peut aller dans les paramètres, dans l'onglet Général, et passer l'interface en mode gaucher. Et à ce moment-là, les calques et la barre vont se trouver sur la droite. On peut aussi décider d'inverser seulement la barre latérale. Si vous n'avez pas d'Apple Pencil, qui est nécessaire pour dessiner avec un stylet sur Calipeg, vous pouvez aller dans les paramètres, onglet Toile, et autoriser le dessin au doigt. De mon côté, je vais le désactiver. Ici, j'ai donc fait un premier dessin. Je peux revenir en arrière avec cette flèche, et en avant avec cette flèche. Et ça marche aussi avec ce geste, 2 doigts pour aller en arrière et 3 doigts pour aller en avant. Les brosses se trouvent ici. Il y a différentes brosses prédéfinies et on peut également créer nos propres brosses, on le verra plus tard. Ici, je vais choisir une brosse que j'aime bien, Indian Ink, pour tracer mon dessin. Je peux augmenter ou diminuer la taille de la brosse avec un appui et une montée-descente sur le petit cercle. Pareil pour l'opacité. Ici, je peux changer ma couleur avec la teinte de la roue chromatique, et ensuite la luminosité et la saturation. La gomme se trouve juste en dessous de la brosse. Je peux aussi augmenter la taille de la gomme, faire varier son opacité, et je peux également choisir la brosse qui va gommer. Par exemple ici, Indian Ink également. Comme ça, je peux dessiner avec ce rendu, et gommer avec le même rendu. Un des outils que j'aime particulièrement dans Calipeg, c'est le fait de pouvoir dessiner et ensuite placer un doigt sur l'écran et gommer. Et inversement, gommer, un doigt sur l'écran, dessiner. On peut activer cette fonction dans les paramètres, dans la toile, et autoriser le changement d'outil au doigt. Faites un appui long avec 2 doigts sur l'écran pour afficher le menu flottant. Ici, vous pouvez afficher votre roue chromatique et aussi effacer tout le contenu de cette feuille. C'est également dans ce menu flottant que vous allez trouver les outils pour couper, copier, coller et faire défiler votre animation avec le flip. Pour l'exemple ici, je choisis une couleur, je dessine, je copie, je vais sur une autre feuille, je colle et je transforme. Avec un doigt sur l'écran pour garder le ratio. Je valide en appuyant à nouveau sur la transformation ou sur la brosse ou en défilant. Ici, je vois la couleur de l'onion skin avec l'image d'après ou l'image d'avant. On verra ça en détail aussi plus tard. Mais simplement, dans les paramètres, je peux décider que dans la timeline, la navigation désactive l'onion skin. Comme ça, quand je défile, je vois plus cette couleur. Pour la transformation, j'appuie sur cet outil ici. Et ensuite, je peux augmenter la taille avec ou sans le même ratio. Je peux faire de la rotation, déplacer. Ici, je vais désactiver l'onion skin pour ne plus voir cette image d'avant ou d'après. Je peux aussi sélectionner une partie de mon personnage, repasser en mode transformation et augmenter par exemple sa taille. Et il y aura bien sûr une partie consacrée à la sélection et la transformation en détail plus tard. Passons maintenant à la création de votre première animation. Je vais effacer le contenu de cette feuille-là et de cette feuille aussi. Attention à bien sélectionner votre brosse. Je ferme le menu flottant avec la croix. Et je vais dessiner. J'active à nouveau l'onion skin pour voir l'image d'avant.
Je peux faire varier l'opacité de cet onion skin en faisant un appui long sur ce carré ici. Exactement comme je le ferai sur cette partie-là. Ensuite, je vais sur une autre image. Je dessine à nouveau. Ça crée automatiquement une nouvelle feuille. Je peux aussi transformer par exemple et l'étirer comme ça. Je vais sur une nouvelle feuille, je dessine à nouveau, je transforme. Et maintenant, je voudrais copier ces contenus ici. Donc je retourne sur celle-là, menu flottant, je copie, je colle, je déplace. Je peux aussi déplacer le menu flottant pour bien voir ici. Ensuite ici, je copie, je colle, je déplace. Pour créer une nouvelle feuille, on peut donc aller sur un espace vide et dessiner. Et on peut aussi faire un double tap quelque part sur la timeline. Maintenant, je peux jouer mon animation et je vois la balle qui traverse l'écran. Ici, c'est un peu trop rapide, donc je vais simplement faire un double tap pour sélectionner la première feuille et me servir de la flèche pour augmenter la durée de la feuille. Je tape à nouveau pour désélectionner. Et là, on peut voir que la balle attend au début avant de démarrer. Pareil avec les autres images, double tap, j'étends, double tap, j'étends. Et sur la fin, on met 2, puis par exemple 8. Et c'est comme ça qu'on peut créer le timing de notre animation. Donc le timing, c'est à la fois où se trouve le dessin dans l'image. Par exemple là, ces deux dessins sont proches et ces deux dessins sont éloignés. Mais c'est aussi combien de temps dure chaque dessin à l'écran. Donc combien d'images dure chaque dessin. Et la combinaison de l'espacement des éléments et de la durée des dessins va créer le timing. Autre geste que vous pouvez essayer, 4 doigts sur l'écran pour démarrer l'animation ou pour l'arrêter. Et on peut également utiliser 3 doigts de haut en bas pour faire défiler notre animation. Et nous verrons plus tard, plus en détail, les différentes options pour flipper l'animation. On pourrait donc ici flipper et dessiner directement sur notre personnage, comme on le ferait sur papier. On peut également afficher le menu flottant et flipper depuis ici, ou simplement défiler sur la règle de la timeline. Maintenant que j'ai mon animation, je veux rajouter de la couleur. Pour ça, pour commencer, je vais désactiver l'onion skin. C'est pas forcément très important, mais je préfère ne pas le voir dans cette situation. J'appuie sur le menu avec les 3 points. Si besoin, j'appuie sur le i pour savoir ce que font ces différentes options. Et je vais dupliquer mon calque sans son contenu. Ici, j'ai donc 2 calques. Et pour les voir, j'appuie sur le côté, en haut de la pile de calque, et je peux comme ça ouvrir ou fermer la pile. Et on peut voir que ça a créé un deuxième calque, qui est toujours un calque dessin, qui a exactement la même structure que le calque numéro 1, mais qui cette fois-ci est vide, ce qui va être très efficace pour pouvoir colorier. Je fais un double tap sur le nom de mon calque, je l'appelle couleur, et le premier s'appellera ligne. Par contre, je veux que mon calque couleur soit en dessous du calque ligne. Je fais un appui long sur le calque couleur jusqu'à ce qu'il devienne orange, et je le glisse sous le calque ligne. Maintenant, il y a 2 possibilités pour colorier mon animation. La première serait simplement de choisir une couleur ici, et de colorier à la main chaque image. Et la deuxième serait d'utiliser l'outil pot de peinture, qui se trouve juste ici, en dessous de la gomme. Et ensuite, je peux appuyer, et là, je vois que ça ne marche pas parce qu'il y a des trous dans mon trait. Donc je retourne sur la brosse et je vais combler les espaces vides de mon animation. Je retourne sur le pot de peinture, je reste appuyé et je vais vers la droite pour ajuster la tolérance. Donc jusqu'à où la peinture va s'étendre. Je trouve la limite, je lâche et j'ai rempli le premier dessin. Maintenant je vais faire pareil avec les suivants. Ici je vous montre un cas particulier où il y a des trous dans le dessin, mais dans votre cas peut-être que les traits sont complètement fermés, ce qui rendra la colorisation plus simple. Pot de peinture. Et maintenant, mon animation est en couleur. La timeline de Calipeg est très souple, vous pouvez faire plein de choses avec. Par exemple, sélectionner une feuille et la déplacer dans un autre calque, ce qui va pousser les feuilles suivantes. On peut aussi sélectionner plusieurs feuilles à la fois avec un tap puis un tap glissé. C'est un geste assez important, une fois que vous l'aurez en main, vous pourrez très vite sélectionner plusieurs feuilles. Et je peux également couper des feuilles avec un trait du haut vers le bas. Je peux le faire aussi sur plusieurs calques à la fois. Et une subtilité à prendre en compte, c'est que si je fais une coupe du haut vers le bas, le dessin va rester dans cette feuille-là.
Par contre, si je coupe du bas vers le haut, la seconde feuille, celle qui se trouve à droite de la coupure, sera vide. Et ça va être très intéressant si je veux mettre par exemple un intervalle entre ces deux images-là. Je vais aller couper du bas vers le haut. Et j'aurai ici toute une partie vide pour faire mon intervalle. Je reviens en arrière. On peut, à l'intérieur de la timeline, avoir des espaces vides. Je reviendrai en détail sur toutes les possibilités de la timeline dans une partie spécifique, où on parlera notamment de toutes ces icônes ici. Ici, je veux donc qu'il y ait un ralenti encore plus prononcé. Donc je vais diviser mes deux feuilles. Je vais activer l'Onion Skin pour voir où se trouve l'image d'avant. Je sélectionne ces deux feuilles-là. Je les transforme et je déplace légèrement vers la gauche avec un doigt sur l'écran pour garder le côté horizontal. Si je lance l'animation maintenant, ça va seulement jouer la sélection. Donc je pose l'animation, je tape ailleurs pour désélectionner et à ce moment-là, ça joue toute l'animation. Tapez sur l'icône ici pour ajouter des calques. On peut voir qu'il y a différents types de calques dans Calipeg, les calques dessins, les calques vidéo, les calques transformation, les calques groupes, les calques audio. Nous verrons évidemment en détail chacun de ces calques. Pour l'instant, on veut rajouter un décor, donc on va rajouter un calque dessin qu'on va placer en dessous de nos autres calques. Double tape sur le nom, je l'appelle décor. Je désactive le non-skin ici. Je double tape pour créer une nouvelle feuille que je vais étirer pour qu'elle fasse la longueur de mon animation. Ensuite, je vais dessiner mon décor. Je choisis une couleur. Je retourne sur la brosse. Je trace mon décor. Je duplique mon calque décor sans son contenu. Ici. Je le place en dessous. Je choisis une autre couleur. Et j'utilise le pot de peinture. Et j'ai maintenant mon animation dans mon décor. Pour la couleur du fond, je pourrais décider soit de rajouter un calque en dessous que je colorierai, soit d'aller dans les paramètres, toile, et de choisir la couleur de la feuille. Pour par exemple mettre une couleur de ciel. Et au passage, sachez que vous pouvez aussi modifier la couleur de l'arrière-plan selon ce que vous aimeriez avoir comme interface. Vous savez maintenant comment faire votre première animation 2D sur iPad avec Calipeg. Avec ces outils, vous pouvez dessiner, gommer, transformer, utiliser des couleurs, rajouter différents calques, découper des feuilles, les déplacer, et c'est déjà beaucoup d'outils pour réaliser vos animations. Mais maintenant, on va voir en détail tous les outils de Calipeg pour aller encore plus loin dans vos animations. Apprenons à utiliser les outils d'Onion Skin et d'Out of Pegs de Calipeg. L'Onion Skin vous permet de voir les dessins avant et après votre dessin courant. Il y a différentes façons de gérer les paramètres d'Onion Skin dans Calipeg. Dans n'importe quel calque, vous pouvez activer ou désactiver l'Onion Skin avec cette icône. Un appui long sur cette icône affiche cette fenêtre ici. Vous pouvez activer jusqu'à 8 feuilles avant et 8 feuilles après votre feuille courante. Vous pouvez gérer l'opacité ici. Verrouiller l'opacité pour que les différentes opacités soient liées et que ce soit toujours proportionnel. On peut le déverrouiller. Et on peut aussi accéder à ces paramètres dans les paramètres, onglet Onion Skin. Mais la façon principale d'utiliser l'Onion Skin dans Calipeg, c'est la barre d'Onion Skin ici, que vous pouvez afficher ou cacher avec cette icône-là et cette flèche. Dans cette barre, vous pouvez voir votre feuille courante, juste ici, qui va changer selon là où vous êtes dans la timeline. Appuyez sur cette feuille principale dans la barre d'Onion Skin pour activer ou désactiver l'Out of Pegs, une fonction que nous verrons juste après. Et pour activer l'Onion Skin sur une feuille en particulier, on a juste à taper dessus. Un appui long, puis monter ou descendre, permettra de changer l'opacité. Vous pouvez aussi taper une fois et utiliser cette valeur ici, et rentrer une valeur à la main. Et on peut désactiver cette image. Vous pouvez désactiver l'Onion Skin complet ici, et ça va affecter tous les calques. Tapez sur l'icône de couleur pour paramétrer les couleurs des images d'avant et des images d'après. Vous avez peut-être déjà un code couleur défini pour justement ces feuilles d'avant, feuilles d'après, donc vous pouvez les paramétrer ici. Dans le menu juste à côté, avec les 3 points, on a accès à différentes options. On peut avoir un affichage dynamique de la barre de non-skin, qui est celui-ci. Les feuilles dans la barre vont s'adapter à la taille des feuilles dans la timeline. On peut également passer en affichage statique, et dans ce cas, on a toujours en visuel les 8 feuilles avant et les 8 feuilles après, et on peut en activer à tout moment. Et dans ce cas, par exemple ici, je peux voir que mes feuilles 5 et 6 après la feuille courante sont barrées. Parce que dans mon animation, il n'y a pas plus de feuilles que ça dans ce calque.
puisque j'en ai 1, 2, 3, 4 qui sont donc disponibles ici, mais ici, il n'y en a pas. Par contre, si je me déplace, à ce moment-là, c'est disponible. Et par contre, il n'y a pas d'image avant. La barre de Nonskin va toujours s'adapter à la situation actuelle de la timeline. Et on peut toujours faire un appui long et monter-descendre pour l'opacité, un tap pour accéder à ce menu avec l'opacité et la désactivation. De mon côté, je préfère avoir la barre de Nonskin en affichage dynamique. Ensuite, on peut lier l'opacité des feuilles. C'est exactement la même option que vous pouvez trouver ici et ici. Et c'est une bonne façon de faire en sorte que tout ce qui est proche de votre dessin courant soit de plus en plus opaque et qu'on sache par exemple qu'ici, ce dessin est après celui-ci qui est après celui-ci par rapport à leur niveau d'opacité. On peut décider de faire un rendu d'Onion Skin en couleur ou en image. Par exemple, ici, je suis passé dans le plan en couleur. J'active l'Onion Skin sur la ligne et la couleur de la pomme. Et si je suis en couleur, on peut voir les couleurs ici, qui vont être les couleurs que j'ai définies comme étant les couleurs d'avant et les couleurs d'après. Mais si je passe en mode image, je verrai directement mon dessin avec les couleurs correctes et une opacité réduite selon ce que je souhaite dans mon Onion Skin. Ce qui permet d'avoir toujours un œil sur les couleurs de son personnage, par exemple, même quand c'est en transparence avec l'Onion Skin. Et enfin, je peux décider que le rendu de l'Onion Skin soit devant ou derrière. Dans mon cas ici, on le verra mieux si je repasse en couleur. Ici, on voit mon dessin courant. L'Onion Skin se passe derrière. Et je peux le passer devant. Personnellement, je préfère avoir l'Onion Skin à l'arrière de mon dessin pour pouvoir dessiner par au-dessus. Mais après, c'est selon vos préférences. Et maintenant, on va voir ensemble les outils d'Out of Pegs. L'Out of Pegs, c'est le fait de modifier l'emplacement de votre Onion Skin ou d'augmenter sa taille ou de faire des rotations sans changer l'image réelle de votre feuille. C'est exactement comme si vous preniez votre feuille de papier, que vous la déplaciez sur le bureau pour pouvoir décalquer une partie de votre personnage pour ensuite remettre la feuille de papier à sa place et défiler l'animation. C'est très utile pour toujours vérifier le volume de votre personnage qui doit être conservé et être consistant. Par exemple ici mon personnage se trouve là et sur ce dessin j'aimerais qu'il se trouve là-haut. Pour ça j'active l'Onion Skin sur l'image précédente, celle-ci, et normalement il faudrait que je dessine et que je tente d'avoir la bonne forme en faisant défiler mes feuilles. Ce qui est évidemment loin d'être facile. Donc je vais supprimer cette partie ici et je vais activer l'Out of Pegs. Je tape ici sur la feuille courante dans la barre de Nonskin. Ou alors je peux aller dans ce menu ici et activer l'Out of Pegs. Maintenant je peux taper sur cette feuille ici, donc la feuille d'avant, éditer l'Out of Pegs. Et j'ai maintenant un cadre de transformation autour de mon dessin. Et je peux déplacer l'Out of Pegs. Si je zoome ou déplace avec les doigts, ça va agir sur cette transformation. Mais je peux aussi activer l'outil doigt ici pour faire en sorte de pouvoir zoomer, dézoomer avec les doigts et que la transformation se fasse uniquement avec le pencil. Mais si je désactive l'Out of Pegs, le dessin est toujours à cet endroit-là. C'est juste une façon d'afficher ce dessin-là pour aider à l'animation, mais il n'est pas vraiment déplacé. Et maintenant, si je défile, je vois les dessins dans leur position correcte. Mais on peut également aller dans le menu et rendre l'Out of Pegs visible sur l'image courante. Et comme ça, quand je flippe dans mon animation, mes deux dessins sont au même endroit. Ce qui va permettre de vraiment vérifier le volume et par exemple si je fais une tête qui tourne, de voir sur place que ça tourne correctement. Et ensuite de désactiver pour voir l'animation dans l'espace. Par exemple ici, je pourrais activer d'autres Onion Skin, les déplacer, et voir toute cette animation au même endroit. Pour remarquer par exemple ici que le volume parfois n'est pas très beau. Et ça me permettra de faire les corrections nécessaires. Et à n'importe quel moment j'appuie ici, et l'Out of Pegs n'est plus pris en compte. Mais je peux le réactiver ensuite. Si besoin, on peut aussi appuyer sur une des feuilles qui a de l'Out of Pegs et réinitialiser pour que le dessin retrouve sa place initiale dans l'Onion Skin. Quand on édite un Out of Pegs, on peut juste taper ici pour valider ou défiler dans la timeline. Quand une feuille est en train d'être transformée en Out of Pegs, la feuille est orange dans la barre de Nonskin. Par contre, une feuille qui n'est pas transformée en Out of Pegs sera entre le blanc et le noir selon son niveau d'opacité. On peut également transformer l'Out of Pegs sur notre feuille courante, dans ce contexte-ci avec un appui long, éditer l'Out of Pegs, et à ce moment-là, cette feuille ici sera orange également. Et si je réinitialise, elle repasse en gris. Quand vous êtes avec l'option visible sur l'image courante active,
et que vous transformez un out of pegs, vous voyez la feuille autour pour bien comprendre sa position. Il est aussi possible de voir tous les affichages des feuilles de vos out of pegs qui seront déplacés. Dans les paramètres, Onion Skin, montrer tous les HUD out of pegs en même temps. Et comme ça, j'ai un visuel sur toutes les feuilles qui ont été déplacées et dans quelle position elles sont. Et je peux par exemple ici augmenter la taille. La feuille va augmenter également de taille ici, ce qui donne une sorte de bureau d'animation avec toutes nos feuilles de papier. Et je peux ensuite désactiver ici pour voir uniquement la feuille qui est actuellement en train d'être transformée. Je vais aller dans le menu ici et tout réinitialiser pour tout remettre dans la position initiale. Et juste pour information, quand on édite un out of pegs, on a un trait ici qui part de sa position initiale de non-skin, histoire qu'on ait une idée d'où se trouve le dessin maintenant par rapport à la position initiale, qu'on retrouve encore une fois ici en désactivant. Et c'est seulement pendant la transformation qu'on a ce trait ici. Et concernant ce menu ici, on peut faire un miroir horizontal, un miroir vertical, réappliquer une transformation ou réinitialiser. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur l'Onion Skin et l'Out of Pegs dans Calipeg. Parlons maintenant des brosses disponibles dans Calipeg. Un appui sélectionne la brosse et un deuxième ouvre le panneau des brosses. Il y a une douzaine de brosses disponibles par défaut que vous pouvez choisir en tapant dessus. Toutes ces brosses vous permettent de travailler sur votre animation rough, votre mise au propre, vos couleurs et tout le reste. Vous avez ici votre brosse de base, mais aussi une flat brush que j'utilise beaucoup pour mes peintures, un China marker, un pencil, donc un crayon, qui aura ce rendu là, un pencil HB, un fusain. Je ne vous montre pas tout ici, vous pouvez choisir des choses, essayer et découvrir. Ma brosse personnelle préférée, c'est Indian Ink, avec ce rendu très particulier, qui est parfait pour mes croquis et mes dessins en général. Et pour avoir ce rendu, il y a un paramètre à activer dans les préférences de la brosse, je vous montre ça juste après. Vous avez donc compris qu'on peut varier la taille ici et varier l'opacité. Double tap pour ajouter les valeurs que vous voulez. Dans le panneau des brosses, glisser de la droite à la gauche pour dupliquer, exporter ou supprimer la brosse. Un tap sélectionne la brosse, un deuxième entre dans ses paramètres. Vous avez vos différents paramètres de brosse avec une visualisation en temps réel de ce que ça donne, le lissage ici, l'espacement, le mélange de couleurs qui permet d'avoir des rendus assez intéressants. Appui long avec deux doigts pour afficher ma palette flottante. Si je peins comme ça, je change de couleur et il y aura un mélange. Je peux définir la valeur de mon color mix. Par exemple ici, ça mélangera davantage. Et ici, ça mélangera moins. La réinjection de couleur va définir à quel point la couleur courante va être ajoutée même pendant le mélange. Par exemple ici, j'ai un jaune. Je vais mettre beaucoup de réinjection. Je passe en bleu. On a un mélange, mais très vite, le bleu revient. Et si j'enlève la réinjection de couleur, on aura ce type de mélange. La charge de couleur, qui va indiquer à quel point il y a de la couleur au début de notre trait, qui ensuite va se dissiper dans le mélange. S'il n'y a pas de charge de couleur, ici le mélange est tellement fort qu'on n'a pas de rouge au départ. Par contre, on en a un petit peu sur la fin quand on n'a plus de jaune. Ensuite, on a la fonction étaler, qui agit comme un mélange, mais sans ajouter de couleur. Dans une autre brosse, je vais activer le séchage, baisser l'opacité et la taille. Si je dessine comme ça, sans lever le stylet, les couches vont se superposer, les unes sur les autres. Alors que si je désactive le séchage, tant que le stylet n'est pas levé, on garde cette opacité. Et ensuite, avec un deuxième trait, ça va s'accumuler, troisième, quatrième, etc. Si la pression contrôle la taille, si j'appuie légèrement, le trait sera fin, et si j'appuie davantage, le trait sera plus épais. Par exemple ici, au maximum, mon trait fera 212 pixels. Et si je vais à 500,
au maximum, il fera 500 pixels. Et si je désactive complètement cette option pression contrôle la taille, mon trait sera juste uniforme. Choisissez l'écart entre la valeur la plus faible et la valeur la plus haute, par exemple ici de 0 à 100. Au maximum de pression, mon trait sera comme ça. Et si je passe de 0 à 50, au maximum de pression, mon trait sera 2 fois plus fin. C'est exactement la même chose pour pression contrôle l'opacité. Passons maintenant à la pointe de votre brosse. Sur les brosses basiques, qui sont définies avec le petit trait ici, on en a plusieurs, on ne peut pas changer les pointes de la brosse. Par contre, sur d'autres, c'est possible. Par exemple, sur le marqueur ici, on peut taper sur la pointe et voir qu'il y a une pointe et qu'on peut en rajouter d'autres, donc une autre pointe, une autre image, depuis l'appareil photo, l'album photo ou les fichiers. Sur la brosse fusain par exemple, de base, il y a plusieurs images. Un appui long permettra de supprimer une des images de la pointe et on peut définir le cycle qui peut être linéaire, donc on va aller sur les images dans l'ordre quand on trace notre trait. Il peut être aussi aléatoire et à ce moment-là, pendant le tracé, on aura une succession au hasard des différentes pointes. On peut également définir le style de rotation de notre pointe ou de nos pointes qui peut être aucune, aléatoire, azimut du stylet ou angle de la ligne. Ce qui va donner des effets différents. Je vous montre juste un exemple. Dans un cas ici, il n'y a aucune rotation dit type. On a un trait extrêmement linéaire comme ça. Et dans l'autre cas, c'est une rotation aléatoire. Et c'est le fameux paramètre dont je parlais tout à l'heure qui permet d'avoir un rendu un peu plus brut que j'aime beaucoup pour mes dessins. Ensuite, on a la texture. Dans le fusain ici, je peux activer une texture qui est déjà présente. En appuyant là, je peux choisir une autre texture qui va remplacer celle-ci. Une texture, c'est une image en noir et blanc qui va être appliquée pendant le tracé. Dans cet exemple ici, sur ce trait, j'ai une texture appliquée, et sur ce trait-là, il n'y a pas de texture appliquée. Et je peux définir à quel point la texture est appliquée avec le seuil alpha. Et enfin, le dernier paramètre d'une brosse, c'est l'anti-aliasing. Par exemple ici, si je l'enlève dans la brosse fusain, ça ressemble à ça. Et si je l'ajoute, ça ressemble à ça. C'est assez discret, mais on peut voir qu'ici, on sent bien plus le côté net, et ici, un côté plus flou. Donc avec une opacité qui va varier différemment. Ça se voit encore plus avec la brosse Raw Brush. D'abord sans anti-aliasing, ça ressemble à ça. Et avec, ça ressemble à ça. Ici, c'est très crénelé, donc on va voir les petits escaliers comme ça. Alors qu'ici, c'est bien plus doux. En fonction de la brosse utilisée, l'anti-aliasing sera plus ou moins visible. Et l'aliasing sur votre brosse, donc si on n'active pas l'anti-aliasing, marchera évidemment mieux si la pointe de votre brosse n'est pas déjà anti-aliasée. À n'importe quel moment, vous pouvez réinitialiser vos brosses dans les réglages, général, effacer les outils. Ça va réinitialiser tous les outils par défaut et donc supprimer vos outils personnalisés. Parce qu'on peut créer des brosses personnalisées dans Calipeg. Dans le panneau des brosses, ici, j'appuie sur le plus. J'ai un nouvel outil que je peux renommer ma brosse. Et ensuite, je peux gérer tous les paramètres, ajouter une texture, ajouter différentes pointes pour avoir l'effet recherché. Je peux aussi glisser ici et dupliquer pour créer une nouvelle brosse qui a déjà ses paramètres par défaut et que je peux ensuite modifier comme je veux. Je vais les supprimer ici. Et si je veux exporter une brosse, je glisse, exporter, et je choisis où l'enregistrer pour ensuite par exemple l'envoyer à quelqu'un de mon équipe qui a besoin de cette brosse en particulier pour son plan. Ici, je vais l'enregistrer dans mes fichiers. Et ensuite, je peux importer depuis les fichiers. Et ma brosse est maintenant dans ma liste. Pour finir cette partie sur les brosses, je peux vous en dire plus sur les outils de forme ici. La première forme est l'outil main levée, qui permet de dessiner, comme ça. Ensuite, on a la ligne, qui permet de faire des lignes de cette façon-là. Quand je trace une ligne, je peux mettre un doigt sur l'écran pour avoir un magnétisme tous les 15 degrés, et par exemple tracer des lignes horizontales facilement, verticales, ou des diagonales. Ensuite, on a l'outil rectangle, qui permet de tracer des rectangles comme ça. Maintenir un doigt sur l'écran donnera un carré. Maintenir deux doigts sur l'écran donnera un rectangle dont le centre est la pointe du stylet. 3 doigts sur l'écran donnera un carré dont le centre est la pointe du stylet. Et bien sûr, derrière, c'est pareil avec les cercles. On trace un ovale comme ça,
Un doigt sur l'écran donnera un cercle. Deux doigts, un ovale qui part de la pointe. Et trois doigts, un cercle qui part de la pointe. Et enfin, on peut dessiner avec des formes fermées. Par exemple ici, mon cercle est sélectionné. J'appuie dessus une nouvelle fois. Et je pourrais dessiner des cercles fermés. Pareil avec le rectangle, une fois, deux fois. Et ma forme préférée, ça va être la forme main levée, forme fermée. Et à ce moment-là, je peux tracer des formes comme ça. Et placer des couleurs assez rapidement. Et c'est comme ça que je réalise mes peintures parfois, avec des formes fermées à main levée pour placer des volumes très rapidement. Et je peux ensuite aller détailler avec une brosse en forme classique. Dernière chose, tout ce que j'ai dit ici fonctionne également pour la gomme. Donc les paramètres de brosse, les formes, toutes ces choses-là. Et par exemple ici, la forme fermée, qui me permettrait de tracer quelque chose comme ça, de laisser un doigt sur l'écran, de gommer, et de vraiment dessiner comme ça des formes très rapidement. C'est vraiment un outil super utile que je vous conseille d'utiliser pour vos peintures dans Calipeg. Comment utiliser les outils de sélection et de transformation dans Calipeg? Les outils de sélection se trouvent ici, dans la barre latérale. Ici, je sélectionne en main levée, donc je peux sélectionner une partie de mon dessin, et transformer avec cette icône ici. Je peux déplacer, changer la taille, garder le ratio avec un doigt sur l'écran, faire des rotations. Je peux retourner horizontalement ou verticalement. Je peux réappliquer ma transformation, ici ma rotation. Je peux déplacer le point de pivot pour que la rotation se fasse sur ce point. Pareil pour la mise à l'échelle. Je déplace mon point de pivot n'importe où et je peux le replacer au milieu avec un doigt sur l'écran pour avoir les repères. Je peux réinitialiser ma transformation. Je retourne sur ma sélection, donc pour ça je vais appuyer à nouveau sur la sélection, ce qui va valider ma transformation. Je peux sélectionner avec un rectangle ou un carré. Je peux sélectionner avec une ellipse ou un cercle. Si je veux être rapide, j'appuie sur l'icône ici, l'icône éclair, ce qui va permettre de faire une sélection et dès que je lâche, j'arrive directement en transformation. Ce qui me permet de transformer, valider, transformer, valider, etc. de façon très rapide. Dans ma transformation en elle-même, je peux appuyer sur cette icône ici pour faire en sorte que les gestes avec les doigts n'affectent pas la transformation. En tout cas, c'est comme ça que je préfère travailler pour que la transformation soit faite uniquement avec le pencil. Je peux également taper sur cette icône ici et passer en mode perspective pour déformer mes éléments en perspective avec les différents points. Et ce qui est intéressant avec les transformations, c'est qu'on peut transformer sur plusieurs feuilles à la fois et même sur plusieurs calques à la fois. Par exemple, ici, je veux transformer toutes ces feuilles en même temps. Donc je vais faire un tap suivi d'un tap glissé pour sélectionner plusieurs feuilles. Passer en transformation. Transformer. Et ensuite, pour valider, je peux soit taper sur l'outil transformation, soit sur l'outil sélection, soit défiler dans la timeline. La transformation a été appliquée. Et si je joue seulement cette sélection, on peut voir que ma fraise est en perspective. On peut également choisir la qualité d'une transformation. Pour cet exemple ici, je vais utiliser du pixel art. Et pour ça, j'ai créé un plan d'une taille de 50 x 35 pixels. Je vais utiliser la brosse Raw Brush, sans pression qui contrôle la taille, et sans anti-aliasing. Je désactive aussi l'outil main levée forme fermée. Je choisis une taille de 1 pixel pour dessiner comme ça. Je dessine un petit personnage, très rapide. Ensuite, j'affiche le menu flottant avec un appui long à deux doigts. Copier, coller. Je le déplace. Je fais en sorte d'arriver à un endroit où tous les pixels sont comme je veux dans ma transformation. Je valide ici. Et maintenant, je vais transformer un des personnages en qualité haute et augmenter sa taille. Alors là, il faut que je sorte du mode perspective.
ça donne ce type de rendu. En qualité haute, l'opacité va varier pour avoir une qualité un peu plus lissée sur une taille plus grande normalement, mais ici c'est pour que ce soit un exemple assez extrême. Et si je fais la même chose sur ce deuxième personnage ici, mais cette fois-ci en qualité faible, j'augmente sa taille. Alors là c'est du pixel art, donc ça va changer selon là où je suis dans la page. Je valide. Et on aura ce genre de qualité ici. Et on peut voir que quand je zoome ou dézoome, ça devient flou ou non. Et ça, on peut le régler avec une option dans les paramètres. Toile, limite de la qualité du zoom. Si je le mets au plus bas, on aura toujours les pixels visibles, il n'y aura pas de lissage dans le zoom. Et par contre, si j'augmente ici la limite de la qualité du zoom, selon l'endroit où je suis, il va y avoir un lissage appliqué. De mon côté, j'aime bien être au minimum pour avoir toujours une vue, on va dire, réelle sur ce qui va se passer à l'export. Mais cet exemple un peu extrême sur une toile vraiment très petite qui fait juste 50 pixels par 35 vous permet de voir un petit peu comment ça marche ces transformations-là. Dans des plans qui sont beaucoup plus grands, on peut utiliser la qualité haute pour qu'il y ait une sorte de lissage quand on augmente la taille d'un élément. Mais dans tous les cas, je vous conseille de ne jamais augmenter la taille de quelque chose. On est quand même sur une application qui utilise uniquement du pixel, donc à ce moment-là, il y aura nécessairement une perte de qualité. En zoomant, on voit qu'on a ajouté des pixels d'opacité différentes autour de nos lignes, ce qui donne ce côté lissé. Je vous montre rapidement la même chose sur un dessin plus grand. Je vais le dupliquer, donc copier-coller, je le place ici. Et ensuite, je vais le transformer en augmentant sa taille dans un cas en qualité haute. Et dans l'autre cas, en qualité faible. Ici, on voit davantage le crénelage, c'est plus brut, alors qu'ici, ça a été bien plus lissé. Dans ce genre de cas, il vaudra mieux utiliser la qualité haute. Dans l'outil de sélection ici, vous pouvez sélectionner tous les pixels dans votre feuille. Dans mon cas ici, ce sera uniquement les couleurs du corps du personnage. Avec cette sélection, je peux dessiner uniquement à l'intérieur de ces pixels-là. Je peux aussi inverser ma sélection, donc je sélectionne tous les pixels de cette feuille, j'inverse. Et à ce moment-là, je peux dessiner partout sauf dans ces pixels. Et pour appliquer des ombres et lumières sur une animation, la meilleure façon pour l'instant serait de sélectionner tous les pixels de cette feuille-là. Ensuite d'ajouter un nouveau calque dessin ou de dupliquer ce calque-là sans le contenu. Ensuite d'aller sélectionner une couleur noire. Et de peindre comme ça ces ombres. De cette façon, on peut avoir sur un calque différent nos ombres, qu'on va pouvoir ensuite rendre moins opaques. Pour le moment, il faut faire ça sur chaque feuille de notre animation, mais plus tard, nous rajouterons des fonctions de masque par exemple pour réaliser ça plus facilement. Comment utiliser les couleurs dans Calipeg? Accédez aux couleurs en tapant sur l'icône dans la barre du haut. Choisissez la teinte de la couleur avec le contour du cercle, et la saturation et la luminosité de votre couleur avec le cercle à l'intérieur, du triangle ou du carré. Ici, vous avez la palette de couleurs actuelle, votre historique, qui contient les dernières couleurs que vous avez utilisées, et on peut choisir l'une ou l'autre de ces couleurs à n'importe quel moment. Tapez sur le second onglet en bas, pour sélectionner vos valeurs de rouge, de vert, de bleu, de teinte, de saturation, de luminosité, et même ajouter la valeur hexadécimale d'une couleur en particulier dont vous auriez besoin. Le dernier onglet est l'onglet de palette. Ici, j'ai une palette qui correspond à cette peinture-là, mais je peux très bien créer une autre palette pour cette peinture ici, en appuyant sur le plus. Je peux maintenant utiliser la pipette de couleur, sélectionner la couleur du ciel, appuyer sur plus, et faire la même chose pour toutes les autres couleurs. Je sélectionne le texte du nom et je l'appelle peinture maison. Et maintenant, si je reviens sur le premier onglet ici, on peut voir que c'est toujours la première palette qui est présente parce qu'elle n'est pas sélectionnée, ma deuxième palette peinture maison. Donc je retourne ici, je glisse, sélectionner. Et à ce moment-là, la palette peinture maison est ma palette principale. Dans ce menu glisser, je peux donc sélectionner la palette pour qu'elle apparaisse dans l'onglet principal.
Je peux aussi l'exporter et l'envoyer par exemple à quelqu'un qui a besoin de ces couleurs-là pour colorier un des plans. Et je peux aussi supprimer complètement la palette. Quand une palette est exportée, on peut l'importer avec cette icône ici, depuis nos fichiers. Et j'ai également accès à la palette dans le menu flottant. J'appuie sur ce bouton ici et la palette est disponible. Et je peux aussi ajouter des nouvelles couleurs. Le plus va ajouter à chaque fois la couleur courante. Par exemple là j'ai rajouté 2 fois la même. Donc je retourne dans mon menu ici, je fais un appui long sur l'une des couleurs que je veux enlever et je la supprime. Et là par exemple je rajoute des nouvelles couleurs avec la pipette et le bouton plus. Dans ce menu flottant on peut aussi accéder au curseur pour définir la valeur hexadécimale de notre couleur directement ou faire varier les valeurs de rouge, de vert, de bleu, de saturation, etc. On retourne dans la roue chromatique avec ce bouton ici. On peut réduire avec le moins. Un appui long sur la palette permet de la déplacer n'importe où. Et on peut fermer ce menu flottant avec la croix ici. La meilleure façon de créer une nouvelle palette rapidement serait donc d'aller ici, dans Palette, plus, je glisse, sélectionner. Dans mon menu flottant, une nouvelle palette est là. Et à ce moment-là, je vais rajouter mes couleurs assez rapidement avec la pipette et le bouton plus. Un autre outil pour utiliser les couleurs dans Calipeg, c'est le pot de peinture qu'on a vu dans l'introduction, qui permet donc de remplir des formes fermées rapidement, avec un simple tap du stylet ou avec un tap long, et ensuite glisser de gauche à droite pour faire varier la tolérance du remplissage. Et voilà comment utiliser les couleurs dans l'application Calipeg. Dans Calipeg, vous pouvez également utiliser les fenêtres de référence pour placer des images autour de votre dessin. Tapez sur l'icône référence pour ouvrir une nouvelle fenêtre de référence. Un appui long permet de déplacer la fenêtre. On peut la redimensionner. Tapez ici pour ajouter une photo soit depuis l'appareil photo directement, soit depuis votre album photo ou alors depuis vos fichiers. Ici, je choisis cette photo, qui est la photo que j'ai utilisée pour cette peinture en particulier. Et je vais la placer sur le côté comme ça. Je peux faire une rotation à 90 degrés de mon image, zoomer dans mon image et la déplacer. Ce bouton va permettre de remettre l'image à la taille de la fenêtre. Le plus permet d'ajouter une autre image, par exemple celle-ci. Et on peut ajouter autant d'images qu'on veut autour de notre peinture. Si on tape sur une des fenêtres, elle passe à l'avant-plan. Faire un simple tap permet de cacher les icônes. Et l'icône corbeille permet de supprimer une fenêtre de référence. Et je peux également cacher ou afficher toutes les fenêtres avec ce bouton ici. Utilisez les fenêtres de référence pour afficher par exemple vos fiches de personnages, des concept art ou des photos qui vous serviraient par exemple pour dessiner ou peindre vos décors. Dans Calipeg, vous pouvez également inverser la toile, ce qui va permettre de vérifier si votre volume est correct. C'est l'équivalent de regarder son dessin dans un miroir pour en voir les défauts. L'icône se trouve en haut ici. Un simple tap permet d'inverser. Un appui long permet de changer le mode d'inversion, donc ici par exemple de passer en vertical. On peut également activer les deux en même temps. Quand l'inversion est active, l'icône est orange, et sinon elle est blanche. Et quand un dessin est inversé, on peut toujours travailler dessus. On peut sélectionner, déplacer des éléments, et continuer à travailler avec tous nos outils. Découvrons ensemble toutes les fonctionnalités de la timeline de Calipeg. La timeline est située en bas de l'interface, et peut contenir beaucoup de calques différents, et des types de calques différents, qu'on verra un peu plus tard. Faites un appui long, puis montez ou descendez pour agrandir ou réduire la timeline. Cette icône en haut permet de cacher ou de montrer la timeline. Les numéros en haut, dans la règle, correspondent à l'image courante. On peut décider de commencer son animation à 0 ou 1. Dans les paramètres, onglet Général, commencer le compte des images à 0 ou à 1. Au passage, dans cette partie ici, Générale, on peut choisir la langue de l'interface, qui peut être le chinois, l'anglais, le français ou le japonais. Et si on choisit une autre langue, il faut redémarrer l'application pour que la langue soit appliquée. Les nombres en haut permettent aussi de savoir par exemple qu'ici, je suis sur l'image 24, et donc à 1 seconde dans mon animation, parce que je suis à 24 images par seconde. Je peux d'ailleurs changer cette valeur à n'importe quel moment. Mais je peux décider que les nombres au-dessus ne soient pas l'image, mais le temps. Dans les paramètres, Timeline, unité de la timeline, image ou temps. Et ici, je suis bien à 1 seconde 00, car 00 images. Et ici, par exemple, 1 seconde et 9 images. De mon côté, je préfère rester en image, sauf si je suis en train de faire du storyboard et de l'animatique. Si votre plan fait 1920 par 1080 pixels ou moins,
vous verrez les miniatures à l'intérieur des feuilles, qui permettent de savoir le contenu de cette feuille-là. Je peux aller dans les paramètres, Timeline, et désactiver Montrer les miniatures des feuilles. Et maintenant, les feuilles seront vides, ce qui peut faire gagner un petit peu de mémoire. Si j'appuie sur ce bouton ici, ça va créer une nouvelle feuille à côté de ma feuille courante. Par défaut, la nouvelle feuille dure une image, mais je peux aussi changer cette valeur. Dans les paramètres, longueur des feuilles dans la timeline, si je mets par exemple 2, les feuilles ajoutées dureront maintenant 2 images. Autre chose concernant les chiffres au-dessus, pour l'instant j'ai 0, 12, 24, 36, 48, etc. Et si je zoome, ce seront seulement ces nombres-là. Parce que c'est ce qui est indiqué dans Timeline, ici. Mettre en avant toutes les images multiples 2. Et si je passais par exemple à 2, j'aurai tous les nombres pairs et certains disparaissent quand je dézoome. Et ici, c'est l'image courante, qui est toujours indiquée de toute façon. Donc là, c'est vraiment encore une fois une question de préférence, je le laisse à 12. Je peux défiler dans la timeline directement ici, également sur la règle. Je peux faire ce geste avec les doigts, comme pour zoomer, dézoomer sur la toile, pour zoomer, dézoomer dans la timeline. Je peux aussi flipper avec 3 doigts sur l'écran. Et si la timeline est cachée, il y aura cette règle ici. Vous trouverez des options tout en bas de la timeline. Vous pouvez toujours faire un appui long pour savoir ce qu'elle fait. Par exemple ici, c'est pousser les voisins. Donc si je sélectionne une feuille et que je pousse, les voisins, donc les feuilles suivantes, vont être poussées. C'est la même chose avec plusieurs feuilles. Mais si je tape ici, donc ne pas pousser les voisins, je serai bloqué de cette façon-là. Donc je pourrais simplement réduire, mais pas augmenter. Ensuite, encore à côté, on a l'outil aimant. Ce sera plus facile à comprendre si on a des trous dans la timeline. Si je suis dans le mode pousser les voisins et que je sélectionne une ou plusieurs feuilles, je vais pouvoir étirer les feuilles jusqu'à la prochaine, pousser, pousser, et ça va donc combler les vides. Par contre, si j'active l'aimant ici, les trous vont rester de la même taille. Et comme ça, j'aurai toujours le même espacement entre mes feuilles. Et si l'aimant est activé et que je suis en ne pas pousser les voisins, à ce moment-là, je ne pourrai juste pas modifier la taille de mes feuilles. Ce qui peut être utile si on veut verrouiller la durée de ces feuilles. Je repasse en mode pousser les voisins, et si je fais un appui long sur l'aimant, on peut voir que l'ensemble de ma timeline a été compressé, on va dire, pour que les trous n'existent plus. Et ça fonctionne aussi, par exemple là, si je sélectionne seulement ces éléments, ça va rapprocher mes feuilles pour combler les vides. Par contre, si je suis en mode ne pas pousser les voisins et que j'active l'aimant, donc avec un appui long, que ce soit quand il est actif ou pas, les feuilles vont s'étirer jusqu'à la prochaine pour combler les vides. Donc les feuilles suivantes ne vont pas bouger de place. Je vous montre rapidement la différence. En mode pousser les voisins, ce sont ces feuilles-là qui se rapprochent de la première. Et en mode ne pas pousser les voisins, ici, ces feuilles vont s'étirer pour coller à cette feuille-là et combler les espaces vides. Je tape quelque part dans la timeline pour désélectionner et je reviens en arrière pour retrouver mon animation initiale. Et je repasse en pousser les voisins. Ensuite, on a ces 3 icônes ici. La première permet de retourner au tout début, ou en tout cas d'afficher le tout début de la timeline. Par exemple, si je suis perdu tout là-bas et que le 0 n'est pas là, je me retrouve dans une vue où je vois le 0. Ce deuxième bouton ici permet de zoomer sur un endroit en particulier. Par exemple, je suis ici sur l'image 30. J'appuie et ça va zoomer sur l'image 30. Et enfin, la dernière icône va ajuster la timeline au contenu du calque courant. Donc celui-ci ici. J'appuie et ça fait en sorte d'avoir la première image du calque et la dernière, visible dans la timeline. Ça fonctionne également avec une sélection en particulier, par exemple ici, hop, ce qui permet de se rapprocher des feuilles intéressantes quand on veut. Flipper son animation, donc faire défiler ses images pour voir le mouvement, c'est une partie importante de l'animation 2D traditionnelle, et il y a plusieurs façons de le faire dans Calipeg. Le menu flottant aussi permet de le faire avec ce bouton ici. On peut monter et descendre dessus, donc on part de cette flèche ici, puis on descend ou on monte. Comme je l'ai montré avant, on peut flipper en faisant défiler comme ça dans la timeline, avec le doigt ou le stylet. On peut également défiler ces images avec un clavier connecté à l'iPad et on aura une partie spécifique pour expliquer tout ça. Et on peut également décider sur quoi on flippe, donc sur quelle image on va défiler. Dans les paramètres ici,
dans l'onglet Flip. On peut décider si on flip sur les images. Par exemple ici, le fait de monter ou descendre va faire défiler vraiment 17, 18, 19, 20, etc. Je peux décider de flipper sur les feuilles. Et à ce moment-là, je vais passer de cette feuille-là à cette feuille-là, puis cette feuille-là. Ce qui permet de se concentrer directement sur les poses sans avoir besoin de défiler sur toutes les images du même dessin. Et enfin, on peut défiler sur les marqueurs. Je vous montre rapidement. Ici, je vais créer avec un double tap dans la règle un marqueur, un deuxième, un troisième. Et si je flippe sur les marqueurs, ici je passerai du marqueur 1 au 2 au 3. Donc sans passer par toutes les autres feuilles. Je repasse en mode flip sur les feuilles. On peut également inverser le sens du flip ici. Donc de base, quand je vais vers le haut, j'avance dans l'animation, donc je vais vers la droite. Et quand je vais vers le bas, je recule, donc je vais vers la gauche. Et si j'inverse, je vais vers le bas pour aller vers la droite, et vers le haut pour aller vers la gauche. Et enfin, je peux régler la sensibilité du flip. Si je la place par exemple très bas, il va falloir faire un geste assez grand pour pouvoir avancer. Alors que si je la place au maximum, un tout petit geste fera que je vais du début à la fin de mon animation. Donc à nous de voir où est-ce qu'on le place. Souvent je le place à peu près au milieu pour avoir quelque chose qui me semble naturel. Le type de flip ici sera aussi appliqué sur ces boutons-là. Donc le fait d'aller ici sur la feuille suivante. Si je suis en image, j'irai sur l'image précédente, l'image suivante. Et pareil pour les marqueurs. Ce bouton-là permet d'aller à la première image et celui-ci à la dernière image. Ici, j'ai une animation avec de l'onion skin qu'on a vu dans une partie précédente. Et si je défile, je vois toujours les images d'avant et les images d'après. Mais je peux changer ce comportement en allant dans les paramètres, timeline, et en activant la navigation désactive l'onion skin. De cette façon, quand je défile, d'une façon ou d'une autre, l'onion skin ne sera pas visible. Ce qui me permet de travailler, si je veux, avec l'onion skin. Et dès que je regarde mon animation, il n'est pas là. Et dans tous les cas, quand on appuie sur play, l'onion skin n'est jamais présent. Pour rappel, de façon très courte, on peut double taper pour sélectionner une feuille. Et pour en sélectionner plusieurs, c'est un tap suivi d'un tap allongé. Quand on a une ou plusieurs feuilles sélectionnées, on peut voir le panneau d'action. Ici, je peux supprimer ma sélection. Je peux copier le contenu d'une feuille, désélectionner avec un tap, et ensuite aller sélectionner une autre feuille pour coller ce contenu, juste ici. On peut dupliquer nos feuilles avec leur contenu, soit avec un tap qui permet de mettre les feuilles juste à côté de notre sélection, soit avec un appui long, et ensuite on place les feuilles où on veut dans la timeline et même sur un autre calque. Et je peux bien sûr ici sélectionner plusieurs feuilles et dupliquer, ce qui va pousser les prochaines. Je peux faire la même chose avec un dupliqué sans le contenu. Pareil pour le fait de le déplacer. Je peux également dupliquer en tant que feuille liée avec cette icône ici. Et à ce moment-là, quand je dessine sur cette feuille ici, le dessin est retranscrit sur sa feuille liée. Il y aura une partie complète sur les feuilles liées un peu plus tard. Je peux sélectionner une ou plusieurs feuilles et définir leur durée avec cette icône ici. Avec un appui long, par exemple, je dis que tout le monde fait 4. Et si j'avais activé l'aimant ici, il n'y aurait pas eu d'espace vide. Je peux aussi faire un simple tap et ensuite mettre le nombre que je veux. Ce qui permet très rapidement de travailler sur la durée de son animation. Je peux également, sur une ou plusieurs feuilles sélectionnées, diviser avec cette icône ciseau. Par exemple ici, en pas de 2. Et j'aurai maintenant des feuilles qui durent 2 images. Sauf par exemple ici, puisqu'il y avait une feuille qui durait 3 images, donc ça a fait une feuille de 2, puis une feuille de 1. Je peux aussi aller inverser une sélection. C'est vraiment juste inverser l'ordre des feuilles. Je peux sélectionner plusieurs feuilles et ajouter une structure d'intervalle ici. Donc ça va rajouter des feuilles entre mes feuilles existantes qui, elles, seront vides. Ici, par exemple, c'était toute la partie tête. Ce qui peut être très rapide pour ajouter des intervalles. Et pour les intervalles, on a aussi une autre façon de faire. Par exemple, ici, si entre cette image-là et cette image-là, je veux rajouter un intervalle, je peux aller découper directement du bas vers le haut mes feuilles pour créer des feuilles vides à partir de cette division. Je peux aussi faire un double tap pour créer une nouvelle feuille.
et ensuite taper sur l'icône Import et choisir parmi mes photos quelque chose par exemple pour avoir soit une référence sans utiliser les fenêtres de référence ici, soit pour ajouter une photo dans mon décor par exemple, qui me permettra ici de jouer sur l'opacité. Et dès que ma transformation est faite, je valide comme n'importe quelle transformation. Et dernière petite chose par rapport à la timeline, si je sélectionne plusieurs feuilles, même si elles n'ont pas la même durée, tant qu'elles terminent au même endroit, je pourrai les allonger et les compresser. Ce qui peut être vraiment très pratique pour juste allonger toute la fin de son animation par exemple. Et lorsque plusieurs feuilles sont sélectionnées, on a également accès à l'outil cycle qui permet de faire des boucles d'animation et que j'expliquerai dans une partie suivante. Et dès que vous en avez besoin, tapez sur le petit i pour avoir toutes les informations sur ce que permettent de faire ces différentes icônes. Comment utiliser les marqueurs dans Calipeg? Les marqueurs peuvent être ajoutés en haut de votre timeline pour vous aider à localiser des images importantes. Faites un double tap sur la règle au-dessus de la timeline pour ouvrir le panneau des marqueurs. Cette première icône ici est le point d'entrée, point de sortie. Je peux sélectionner une section de mon animation, faire un double tap sur la règle, taper cette icône et définir mon point d'entrée au début et mon point de sortie à la fin. Les points d'entrée et points de sortie permettent en gros d'avoir une section en particulier pour la lecture de l'animation et aussi pour l'export. De mon côté ici, je préfère avoir le point d'entrée à 0. Donc je double tape à 0, je fais in, et je vais à la fin de l'animation ou après, ça c'est pas très important, double tap et out. Et par exemple ici, je voudrais mettre des marqueurs sur mes poses clés pour l'animation du lapin. Une pose donc ici, double tap, marqueur, que je vais appeler 1, et je peux choisir sa couleur, par exemple le rouge. Celle-ci également quand il fait l'anticipation. Deuxième marqueur, 2, rouge avec l'historique, et ainsi de suite. Pour l'exemple ici, je vais en mettre seulement 3. Je peux voir le nom de mon marqueur juste en haut ici, et si je cache la barre de Nunskin, le nom sera un peu plus grand. Je peux aussi décider de ne pas voir le nom des marqueurs dans les paramètres, timeline, toujours afficher la description des marqueurs, je le désactive, et à ce moment-là, je ne verrai pas les noms. Les marqueurs sont liés à la timeline directement et pas à une image en particulier, pas à une feuille. Par exemple ici, si je déplace cette feuille-là, le marqueur va rester à 0. On va probablement ajouter une forme de marqueur sur les feuilles à un moment pour par exemple marquer les feuilles intervalles, les feuilles key, les feuilles pose clés et organiser comme ça son animation. Je rappelle aussi que vous pouvez flipper, faire défiler votre animation sur les marqueurs, donc pour ça, c'est dans les paramètres du flip et vous passez en marqueur. Ça compte aussi pour les raccourcis clavier. Donc voilà comment utiliser les marqueurs dans Calipeg. Comment utiliser le calque vidéo dans Calipeg? J'ai créé un nouveau plan et je vais créer un nouveau calque ici qui sera un calque vidéo. Vous pouvez importer une vidéo directement depuis ce bouton d'import, depuis la caméra, vos photos ou vos fichiers. Ici j'importe cette vidéo, utiliser, et j'aurai ma vidéo dans un nouveau calque. Et ici on peut voir que le marqueur est à 24. Donc pour ça j'appuie ici pour montrer l'intégralité. Je fais un appui long sur le marqueur et je le déplace. Et je peux comme ça lire ma vidéo dans mon calque vidéo. Si j'importe une vidéo qui contient du son, avec le bouton d'import cette fois-ci en haut de la pile, je vais dans mes photos et je sélectionne cette vidéo ici. Utiliser. J'aurai un calque vidéo qui contient ma vidéo et un calque audio qui contient l'audio de la vidéo. Les calques vidéo peuvent être édités comme n'importe quel type de calque, donc on peut changer l'opacité. Je peux découper directement mon clip vidéo, déplacer des clips d'un calque vidéo à un autre. Mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas mettre un clip vidéo dans autre chose qu'un calque vidéo. Hop, ici il sera placé à la fin. Je peux dans le menu ici supprimer mon calque vidéo, le copier, le coller, le verrouiller ou le déverrouiller. Sélectionner tous les clips qui sont dans ce calque vidéo ou les désélectionner. Je peux rastériser un calque vidéo, donc faire une sorte de rendu en feuille de dessin, par exemple ici au pas de 2. Ça va créer un nouveau calque dessin qui va contenir plein de feuilles qui font chacune 2 images. Et si je le mets en solo comme ça,
Ça va donner une vidéo à l'aspect un peu plus saccadé et surtout, je vais pouvoir dessiner par-dessus. Mais dans tous les cas, je peux très simplement créer un calque dessin par-dessus mon calque vidéo et aller dessiner et animer par-dessus une vidéo. Je vais sélectionner ici différents calques et les supprimer, garder cette vidéo-là. Si je sélectionne un clip vidéo avec un double tap, comme pour n'importe quelle feuille, je peux le supprimer, dupliquer et aussi changer la vitesse. Avec un tap ici, je peux sélectionner par exemple 50%, ou plutôt on va dire 200%, pour que la vidéo aille 2 fois plus vite. Et avec un appui long, je peux choisir des pré-réglages 25, 50, 100, 200 ou 400% pour accélérer ou ralentir mon clip vidéo. Depuis le studio, on peut importer une vidéo avec le bouton importer, donc prendre une vidéo directement, ou alors la choisir dans les fichiers ou dans l'album photo. Je choisis la même vidéo que tout à l'heure, utiliser, et ça va créer un nouveau plan qui contient un calque vidéo et un calque audio. Les calques vidéo peuvent être très utiles pour faire de la rotoscopie. Par exemple ici, j'avais une référence vidéo, et par-dessus, j'ai rajouté du dessin, de la couleur, pour arriver à ce type d'animation. La rotoscopie, ou en tout cas l'animation par-dessus une vidéo existante, peut être une super technique à utiliser avec Calipeg. Comment utiliser les calques audio dans Calipeg? Dans Calipeg, vous pouvez importer un ou plusieurs fichiers audio, dans des calques audio comme celui-ci ici, pour par exemple faire du lip sync, donc de la synchronisation labiale, et créer des personnages qui parlent. Créez vos images et racontez vos histoires. Créez vos images et racontez vos histoires. Par exemple ici, on a placé des marqueurs pour savoir à quel moment telle lettre était dite pour adapter la forme de la bouche. Pour ajouter un calque audio, c'est comme pour les autres calques, ça se passe ici et on rajoute un calque audio. Je peux importer directement un audio depuis mes photos ou mes fichiers. Pour l'exemple ici, je vais utiliser l'audio qui était déjà présent, donc supprimer ce calque-là. Je peux manipuler les décibels ici, donc le volume du calque entier. Je peux rendre le calque muet, importer un autre audio depuis mes fichiers, et dans le menu, je peux supprimer, copier, verrouiller, sélectionner tous les clips audio, dupliquer avec contenu, rendre solo, et une nouvelle fonction ici, en tout cas qui n'est pas sur les autres calques, c'est l'enregistrement. Pour ça, je rajoute un calque audio, pour l'exemple. Je lance l'enregistrement avec le bouton rouge. Je teste le calque audio et l'enregistreur. Je valide, je peux l'appeler test audio, et j'ai mon clip audio qui a été ajouté. Je teste le calque audio et l'enregistreur. Les clips audio, je peux bien sûr aller les découper comme n'importe quel clip ou feuille entre les calques. Je peux sélectionner ce clip ici, le mettre sur le calque du bas. On garde la même souplesse que dans les autres calques. Je parlais tout à l'heure du son du calque ici, mais si je double tape, j'ai également le son du clip individuellement. Donc si j'ai plusieurs clips dans le même calque audio, ils peuvent avoir des volumes différents. Et enfin, il y a le volume global ici, avec le master. Dans ce menu d'action du calque son, je peux ajouter un fondu au début et à la fin, et manipuler comme ça la hauteur du son pour le fondu de fin et le fondu de début. Je peux aussi appuyer et monter ici pour ajuster directement le volume. Si j'importe une vidéo contenant du son dans un calque audio, le calque audio comprendra uniquement l'audio de la vidéo. Pour l'instant, quand je défile sur la timeline, on entend l'audio. Et je peux désactiver cette fonction dans la timeline, jouer l'audio lors du scrub. Et voilà comment utiliser les calques audio et utiliser du son dans vos animations sur Calipeg. Comment utiliser le calque dessin dans Calipeg? Dans tous les types de calques dans Calipeg, vous pouvez taper sur le menu à 3 points et avoir différentes actions possibles. Le i vous permet de comprendre ce que font ces différentes icônes. Vous pouvez supprimer le calque, le copier, le verrouiller et le déverrouiller depuis le calque lui-même ou depuis ce même menu, sélectionner ou désélectionner toutes les feuilles de ce calque, dupliquer ce calque avec son contenu, pour avoir un nouveau calque avec la même structure de feuilles et le contenu des feuilles, et on peut aussi dupliquer sans le contenu, ce qui est utile notamment pour faire par exemple de la mise en couleur. Pour sélectionner des calques, glisser de l'extérieur vers l'intérieur, pour les désélectionner, taper quelque part sur un des calques. Ici, je supprime ces deux calques créés. Vous pouvez également verrouiller l'alpha du calque. L'arrière-plan du calque change. Et maintenant, si je dessine, ça dessine uniquement dans les pixels de ce calque. Pour désactiver l'alpha lock, j'appuie à nouveau sur cette partie du menu.
Et enfin, on peut également montrer uniquement ce calque, donc le passer en solo. Une partie que j'aime beaucoup dans Calipeg, c'est le fait qu'on puisse animer, dessiner pendant la lecture de l'animation. Pour vous montrer ça, j'ai créé un nouveau plan. Je vais créer une nouvelle feuille avec un double tap, changer la durée à 48 pour que l'animation dure 2 secondes, puisque je suis en 24 images par seconde. J'affiche l'ensemble de la timeline avec cette icône. Un appui long sur le marqueur de point de sortie et je le glisse après la fin de l'animation. Maintenant, je divise en pas de 1. Donc je vais avoir 48 feuilles qui durent chacune une image. Je choisis ma brosse, sa taille, son opacité, sa couleur. Et ensuite, je lance l'animation. Et je vais simplement aller dessiner. Pendant que je trace mon trait, l'animation est lancée. Et chaque partie de ce trait sera placée sur une feuille différente. Avec cette technique, on peut animer de la pluie, par exemple, assez rapidement. Je peux aussi changer de couleur et animer des insectes. Je peux en rajouter de couleurs différentes. Jouer sur la pression aussi, pour les faire se rapprocher ou s'éloigner. Je peux aussi faire, par exemple, des lignes de vitesse. Je peux aussi aller choisir, par exemple, soit une autre brosse, soit désactiver ici la pression contrôle la taille et laisser la pression contrôle l'opacité. Et animer par exemple des flammes stylisées. Pareil, avec différentes couleurs. Et on peut de cette façon animer beaucoup d'effets différents. Par exemple ici une forme de tourbillon. Si je trace rapidement, les mouvements seront rapides. Et si je prends mon temps, les mouvements seront plus lents. C'est une fonction super intuitive qui permet de s'amuser avec des mouvements et assez rapidement. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec cette fonction. Comment utiliser les cycles et les feuilles liées pour créer des boucles d'animation dans Calipeg? Dans ce plan par exemple, j'ai l'animation d'un lapin qui dort, et je veux mettre toute cette partie-là en boucle. Si je la sélectionne et que je joue l'animation, on peut voir que le ventre se gonfle et se dégonfle, et je veux répéter ça jusqu'à la fin de l'animation. La première solution serait de dupliquer avec le contenu. Mais maintenant, si je dessine par exemple ici, ça ne va pas être retranscrit sur l'image qui est l'original. La solution ici est donc de sélectionner toutes les feuilles que je veux mettre en boucle, puis appuyer sur créer un cycle. Les boîtes qui entourent les feuilles sont maintenant différentes, ce sont des boîtes de cycle. Si je double tape et que j'étire, l'animation sera mise en boucle à cet endroit. Et ça marche aussi avec plusieurs feuilles sélectionnées. Et le trait blanc ici indique la fin de la boucle. Donc par exemple là, j'ai une fois, 2 fois l'animation, et un peu encore. Ici, je fais en sorte que ça corresponde à la fin de mon animation, donc la durée que j'avais choisie au début. Et maintenant, à l'intérieur d'un cycle, si je dessine sur cette feuille-là, le dessin va se répéter sur celle-ci et celle-ci. Et à chaque fois qu'on est sur une feuille qui est liée à une autre feuille, on peut voir que les autres sont en violet. Ce qui permet de savoir en un coup d'œil quel dessin, quelle feuille vont recevoir les mêmes modifications que ma feuille courante. Je reviens en arrière pour effacer cette modification et j'appuie à nouveau sur cette icône ici pour faire en sorte que les autres calques soient à nouveau visibles. Quand on sélectionne un cycle avec un double tap, on a à nouveau un menu. On peut supprimer, dupliquer avec le contenu, changer le nombre de répétitions. Par exemple ici, je pourrais très bien mettre 4 répétitions pour ce cycle. Je peux aussi casser le cycle. Et à ce moment-là, le cycle est rompu et j'ai seulement des feuilles liées. Donc je peux toujours ici dessiner sur ce dessin et que ce soit retranscrit sur les autres. Mais ce n'est plus un cycle, ce n'est plus une boîte à part, ce sont des feuilles individuelles. Je peux aussi éditer le cycle pour pouvoir par exemple étirer une des feuilles, sélectionner plusieurs feuilles pour les inverser ou ajouter un intervalle, et tout ça sera retranscrit sur les autres répétitions bien sûr. Et enfin, je peux choisir le type de boucle. Soit une boucle linéaire, classique, on a notre boucle d'origine et ensuite la répétition sera dans le même sens, dans le même ordre. La boucle ping-pong qui permet d'aller en avant et en arrière, pour par exemple faire un mouvement de balancier. Et enfin le type de boucle aléatoire, où à ce moment-là les feuilles sont répétées au hasard, après la boucle originale, ce qui permet parfois d'avoir un effet un peu plus hasardeux, chaotique, selon les situations. Dans ce cas ici, je reste en boucle. Pour l'exemple ici, j'ai une animation d'un pendule qui va dans un seul sens. Je peux sélectionner toutes les feuilles, créer un cycle, aller jusqu'à une répétition, passer en mode ping-pong, et je vois ici, vu que c'est du ping-pong,
que cette image-là va tout de suite faire place à l'image d'avant, donc l'image 9, et donc la fin de ma boucle s'est déplacée. Ici, elle est là, et ici, elle est là, forcément. Il faut juste revenir en arrière pour faire en sorte qu'il y ait bien 2 boucles et pas plus. Et maintenant, si je lance l'animation, j'ai le pendule qui fait un aller-retour. Les cycles dans Calipeg sont un super moyen de faire ce qu'on appelle du faux fixe. Par exemple ici, j'ai le dessin au même endroit dans la même position, dessiné 3 fois, que je place en boucle, ce qui donne cette vibration. Les feuilles liées en dehors des cycles peuvent aussi avoir une utilité dans certaines situations. Ici par exemple, j'ai un cycle de marche que je veux dupliquer dans une réflexion, donc au sol. Pour ça, je vais créer un nouveau calque dessin que je vais placer en dessous. Ensuite, je sélectionne toutes les feuilles du calque marche. Je les duplique en tant que feuilles liées avec un appui long, puis ensuite un glissé. Donc j'ai 2 fois un calque exactement identique. Et bien sûr, si je dessine ici, ce sera retranscrit ici. Le système des feuilles liées fonctionne aussi à travers les calques, puisqu'on peut voir qu'ici, ces feuilles sont liées, etc., etc. Pour qu'on voit un peu mieux la réflexion que je vais faire en dessous, je vais sélectionner tout ce qu'il y a dans ces 2 calques. Donc je sélectionne les calques, je sélectionne toutes les feuilles. Je passe en mode transformation. Je monte légèrement mon animation, je valide, et la transformation est appliquée sur l'ensemble. Comme ça me laisse un peu plus de place en dessous. Maintenant, je sélectionne mon deuxième calque. J'ajoute un calque transformation avec l'icône losange. Et depuis ce calque transformation, je sélectionne le point de pivot. Donc j'appuie dessus avec un appui long et je vais le glisser en bas avec un doigt sur l'écran pour vraiment me mettre juste ici. Et ensuite, j'appuie sur le haut de la boîte et je le glisse jusqu'en bas. Maintenant, il n'y a plus qu'à baisser l'opacité du calque dessin. Et mon personnage marche avec une réflexion juste en dessous. Et ce qui est super ici aussi, c'est que je pourrais par exemple rajouter de la boue sur les bottes dans le calque marche. Et ça s'ajoutera en temps réel sur le calque du dessous parce que les feuilles sont liées. Voilà le genre de choses possibles avec les calques transformation dans Calipeg. Et maintenant, je vais vous expliquer en détail comment il fonctionne. Comment utiliser le calque transformation dans Calipeg? Calipeg est une application d'animation 2D en pixels, mais on peut également ajouter des calques transformation pour travailler avec des courbes et des clés d'animation et faire de l'animation en interpolation. Par exemple ici, quasiment tous les dessins sont seulement des feuilles simples que j'ai étirées pour faire la longueur de l'animation et que j'ai ensuite déplacées, transformées avec des courbes. On peut mettre des calques transformation dans d'autres calques transformation. Par exemple ici, tous les éléments à l'intérieur de la fusée ont leur propre transformation. Et tous ces calques sont à l'intérieur du calque transformation fusée qui permet de faire le mouvement. Dans cet exemple ici, j'ai un dessin d'une voiture volante que je veux déplacer à travers l'écran. Pour ça, je vais ajouter un calque transformation qui va donc contenir ce calque dessin de la voiture. Sur l'image 0 ici, je vais déplacer la voiture à l'extérieur. Les calques transformation sont les seuls calques qui peuvent avoir des éléments à l'extérieur de la toile. Tout simplement parce que c'est seulement un visuel, un affichage. Et si je désactive le calque transformation, la voiture est toujours présente ici. Ensuite, je vais à la fin de mon animation. Je déplace la voiture. Et quand je joue l'animation, la voiture se déplace à travers l'écran. À n'importe quel moment, je peux aller à un endroit et déplacer. Ça va créer de nouvelles clés. Ça permet d'agir directement sur la toile et de voir visuellement la courbe. Je peux aussi gérer la taille et par exemple faire en sorte que ce soit petit au début et grand à la fin. Je peux gérer la rotation. Et avec tous ces paramètres, je peux donc créer l'animation que je veux. Dans le calque transformation en lui-même, je peux toucher en appui long et déplacer les clés. Je peux aussi en sélectionner plusieurs avec un tap glisser, comme pour sélectionner plusieurs feuilles. Je peux créer une nouvelle clé avec un double tap. Quand une clé est sélectionnée, j'ai accès à un panneau d'action. Je peux supprimer une clé, la copier et la coller ailleurs. Choisir aussi le type de courbe, linéaire,
par exemple. Donc ça va être une droite. Et ensuite, par exemple, ici, avoir un type d'amorti. Et ici aussi. Pour avoir des ralentis et des accélérés dans mon animation. Pour accéder aux paramètres plus avancés de la transformation, j'appuie sur cette icône ici. Et j'arrive dans le panneau des courbes. Sur le côté, je peux activer ou désactiver telle ou telle courbe. Chaque courbe aura sa couleur qui est visible ici. Par exemple là, je décide de voir uniquement les courbes de rotation. Je peux faire varier les valeurs avec les valeurs ici. S'il n'y a pas de clé à ce moment-là, ça va créer une nouvelle clé. Je peux ajouter une clé avec le losange qu'il y a juste ici, l'enlever de la même façon. Si je change une des valeurs, ça va créer une clé si elle n'est pas présente pour l'instant. Et si je change sur une valeur où il y a déjà une clé, la clé va se déplacer en fonction. Comme d'habitude, avec un double tap, je peux entrer une valeur manuellement. Et pour la rotation, c'est un peu particulier, puisque je peux décider par exemple qu'ici, on est à 0 et à 0, et qu'à cet endroit-là, il aura fait une rotation, plus par exemple 21 degrés. Donc entre ces deux points, ma voiture va faire une rotation complète plus 21 degrés. Évidemment, ici, ça donne quelque chose de très bizarre. Donc je vais revenir en arrière. Je peux faire un appui long et déplacer une des clés, sélectionner plusieurs clés avec un tap glisser. J'ai le même menu qui s'affiche ici pour copier-coller, mettre différents types de courbes. Ici, j'ai accès aux tangentes pour gérer mon accélération, mon ralenti. Si je mets un doigt sur l'écran, je peux déplacer uniquement une partie de la tangente, celle qui se trouve avant ou après la clé. Si je déplace une ou plusieurs clés, laisser un doigt sur l'écran permet de verrouiller en horizontal, et deux doigts sur l'écran permet de verrouiller en vertical. Je peux aussi faire varier l'opacité avec cette ligne ici, donc je vais activer uniquement l'opacité, par exemple ici, rajouter une clé à 100%, et à la fin, ajouter une clé à 0. Et entre les deux, ma voiture va simplement disparaître. Ici, je peux sélectionner ou désélectionner toutes les clés. Ici, j'ai les calques enfants contenus dans le calque transformation. Ici, c'est le point de pivot qui peut être global ou multiple. On verra un exemple juste après. Je peux cacher ou montrer le calque transformation. Et je reviens dans la timeline classique avec cette flèche. Dans un menu de calque transformation, juste là, je peux supprimer ce calque, le copier et le coller. À ce moment-là, ça copie mon calque transformation et son contenu, donc l'enfant qui va avec ici. Si je supprime, je peux décider de supprimer ou non l'enfant. Si je mets non, le calque enfant va rester. Je peux verrouiller et déverrouiller. Sélectionner toutes les clés dans ce calque transformation. Dupliquer avec le contenu, donc à ce moment-là, c'est seulement le calque transformation avec toutes ces clés. Dupliquer avec tous les enfants, et à ce moment-là, c'est le calque avec la hiérarchie qui va être à l'intérieur. Et une fonction particulière de ce côté-là, qui est la fonction d'aplatir. Ici, par exemple, en pas de 2, ça va cacher mon calque transformation qui sera toujours disponible. Et ça va donner une animation en pas de 2, donc avec des feuilles qui durent 2 images, ce qui va donner un côté plus saccadé ici. Pour le menu sur le côté, cette main ici permet, si elle n'est pas activée, de zoomer et faire des rotations, etc. avec les doigts. Et si elle est activée, les doigts vont zoomer dans la toile et je pourrai seulement manipuler avec le stylet. C'est souvent ce que j'utilise. Ensuite, on peut aller à la clé précédente, à la clé suivante, inverser la transformation, miroir horizontal ou vertical, et réappliquer une transformation. Concernant le point de pivot maintenant, j'ai cet exemple pour l'expliquer. Ici, on a 3 fleurs contenues dans un seul calque transformation, avec une rotation sur le point de pivot qui est juste au milieu. Donc si je joue l'animation, les fleurs vont tourner tout ensemble autour de ce point de pivot, en un seul bloc. Par contre, si j'appuie ici, j'aurai maintenant des points de pivot individuels pour chacun des calques dessins. Pour l'instant, ici, rien n'a changé parce que je dois changer individuellement les points de pivot. Pour ça, je vais dans le menu avancé. Je suis sur la fleur 1 ici. Je prends le point de pivot et je le place au milieu de la fleur 1. La fleur 2, le point de pivot est déjà au milieu. Et la fleur 3, pareil, je le prends au milieu et je le place au milieu de la fleur 3. Et maintenant, les fleurs tournent sur elles-mêmes avec leur propre point de pivot, alors qu'il y a seulement un calque transformation. Et ça, c'est très utile pour faire par exemple les roues d'un véhicule qui tourne. C'est le cas dans ce plan ici,
où les roues sont toutes dans un seul calque transformation, avec des points de pivot individuels, qui permet d'avoir beaucoup de calques à l'intérieur d'un seul calque transformation et faire tourner les roues et leurs couleurs correctement. Encore une fois, le calque transformation dans Calipeg, c'est un super moyen de mélanger l'animation 2D traditionnelle et l'animation en interpolation. Par exemple ici, tout est animé en traditionnel, avec les mains qui bougent, le visage qui tourne, etc. Mais par contre, tous ces éléments ici du haut du corps sont placés dans un seul calque transformation qui s'appelle haut bas et qui va faire un cycle comme ça de haut en bas pour donner ce côté rebond. Et le chapeau a son propre calque transformation qui lui va avoir un mouvement un petit peu décalé pour donner ce côté de rebond. Le chapeau est un peu plus haut quand la tête commence à descendre et ensuite il descend en décalage. Et pour faire un cycle comme celui-ci, je peux sélectionner ces deux clés-là, les copier. Ici, on est sur du 7, puis du 12. Donc à chaque fois, je rajoute 5. 17 ici, je colle. 23, donc 28, je colle. Et je vais pouvoir comme ça faire toutes mes clés d'animation. Voilà donc le genre de choses qu'on peut faire avec des calques transformation dans Calipeg. Pour manipuler des calques transformation, c'est comme pour les calques classiques. On peut sélectionner un calque transformation et le déplacer pour par exemple ici le placer en dehors de sa transformation, donc du calque transformation qui était au-dessus. Je peux aussi prendre un ou plusieurs calques qui sont dans une transformation et les déplacer en dehors. Ici le chapeau est seulement dans le mouvement global, donc à l'échelle, mais il n'y a plus ce mouvement de rebond. Et je peux ensuite les sélectionner à nouveau et les placer à l'intérieur du calque chapeau. Donc c'est quand la ligne orange est à l'intérieur du calque, je relâche. Et à ce moment-là, ces deux calques vont de nouveau appliquer la transformation du chapeau. Et pour revenir à la normale, je prends chapeau, donc le calque transformation, et je le glisse dans haut bas. Et à ce moment-là, il y aura le chapeau qui a sa propre transformation, qui a en plus la transformation du haut bas. Et c'est comme ça qu'on peut placer des boîtes dans des boîtes dans des boîtes pour réaliser l'animation qu'on veut. Comment utiliser les calques dans Calipeg? Les calques se trouvent sur la gauche de votre interface. Si vous êtes en interface gaucher, elles se trouvent à droite. Si vous ne pouvez pas voir vos autres calques, appuyez ici et montez et descendez pour ouvrir et fermer la pile de calques. Cette première icône permet d'accéder à la barre d'Union Skin et d'Out of Pegs. Ici, vous avez le nombre de calques présents dans votre plan. Ici, vous ajoutez le type de calque voulu, dessin, vidéo, transformation, groupe ou audio. Cette icône ici est pour coller un calque. Par exemple ici, je copie ce calque et je le colle. On peut copier-coller un calque dans un même plan, mais on peut aussi copier-coller des calques d'un plan à un autre. Par exemple, pour l'instant, c'est la manière de faire pour redimensionner un plan. On sélectionne tous les calques dans un plan. Dans le menu d'un des calques, on copie, puis dans un plan qui peut être d'une taille différente, on appuie sur coller. Et ici, tous mes calques vont être collés dans ce nouveau plan. L'icône d'import permet d'importer depuis l'album photo les fichiers ou d'importer une séquence d'images. Ici, je peux sélectionner ou désélectionner tous les calques. La dernière icône permet de sélectionner un calque à partir d'un pixel en particulier. Je tape cette icône qui devient orange. Et par exemple ici, je vais sur la marmite. Et je sais que sur ce pixel en particulier, il y a deux calques. Table couleur, donc table C, et le fond orange. Et par exemple, je veux aller sur le fond. Et automatiquement, la timeline va se placer à cet endroit. C'est le meilleur moyen de retrouver où se trouve l'un de vos calques. Sur les calques en eux-mêmes, je peux double taper pour renommer un calque. Ici, j'ai accès à l'opacité, la visibilité, on-off, l'onion skin, on-off. Dans les calques en eux-mêmes, je peux double taper sur le nom pour le renommer. Si un nom de calque est trop long, je peux faire ce geste pour pousser les icônes et voir le nom en entier. Et le geste inverse pour remettre les icônes. Pour déplacer un calque, je fais un appui long dessus et je le déplace vers le haut ou vers le bas. Le rectangle orange va indiquer où va se placer ce nouveau calque. Quand vous tapez sur un calque, il devient le calque courant. C'est le calque sur lequel vous allez dessiner. Si c'est un calque dessin, bien sûr. Pour sélectionner un ou plusieurs calques, on glisse de l'extérieur vers l'intérieur et les calques sélectionnés deviennent orange. À ce moment-là, je peux les déplacer tous en un bloc et même les ajouter par exemple à un calque transformation. Calque transformation qui d'ailleurs peut se fermer et s'ouvrir avec cette petite flèche.
Vous pouvez également décider d'en faire un groupe. Par exemple ici, tous ces calques-là, je les ajoute dans un calque groupe que je vais nommer mon groupe. Dans Calipeg, les groupes de calques sont similaires aux calques transformation, dans le sens où vous avez un calque qui contient d'autres calques, que je peux fermer ou ouvrir, et un calque groupe peut contenir d'autres groupes. Un calque groupe va montrer un aperçu du contenu de ce calque. Par exemple ici, on voit la première ligne, puis la deuxième, la troisième et la quatrième. Et si par exemple ici, je change la taille, je peux voir que ce calque-là va être adapté. C'est une bonne façon d'avoir en visuel le contenu du groupe, même quand il est fermé. Je peux modifier l'opacité du groupe complet, le rendre visible ou invisible, le verrouiller et le déverrouiller. Dans le menu d'un calque groupe, je peux le supprimer, le copier, verrouiller, déverrouiller, sélectionner tous les calques à l'intérieur de ce groupe, ce qui permet d'aller rapidement sélectionner toutes les feuilles dans ce groupe. Je peux dupliquer ce groupe sans le contenu, ce qui va juste créer un nouveau groupe. Et je peux dupliquer le groupe avec tous les enfants. Et à ce moment-là, nouveau groupe et contenu identique. Ici, je le supprime avec les enfants. Et je peux également montrer uniquement ce groupe. Ici, j'ai un plan plus complexe avec beaucoup de groupes différents. Par exemple, ici, j'ai un groupe seulement pour le calendrier, un groupe seulement pour le lapin, etc. Ce qui permet d'avoir seulement 8 calques visibles, alors qu'en fait le plan en contient 91. En plus des groupes de calques, un outil intéressant pour organiser votre plan dans Calipeg, c'est d'utiliser les couleurs de calques. Ici, sur le côté, on peut voir que tous mes groupes ont la même couleur, leur couleur par défaut. Tous mes calques dessins ont la même couleur aussi, la couleur par défaut. Et il suffit d'appuyer sur une des couleurs pour voir le panneau de couleurs de calque. Ici, on a nos couleurs par défaut. Par exemple, là, si je modifie la couleur du groupe, la couleur de tous mes groupes va être modifiée. Si j'utilise la couleur par défaut, par exemple, si j'ai créé une nouvelle couleur pour des groupes en particulier, changer la couleur par défaut ne va pas les affecter. Je peux aussi changer bien sûr la couleur des calques dessins, par exemple les mettre en orange. À n'importe quel moment, je peux réinitialiser avec ce bouton ici pour retrouver mes couleurs par défaut. On peut également ajouter nos propres couleurs de calque. Ajouter une couleur. Je vais choisir justement un orange et l'appeler par exemple trait, pour dire que tous mes calques traits auront cette couleur-là. Et si je veux changer la couleur de ce calque-là, j'appuie simplement sur trait et la couleur va changer. Je peux aussi sélectionner plusieurs calques et changer toutes les couleurs en même temps. Ici, je défais mes changements de couleur. Dans le menu des couleurs de calque, je peux aussi aller en bas et taper créer pour avoir une nouvelle liste complète que je peux appeler par exemple court-métrage et qui va contenir les couleurs de calque spécifiques pour l'organisation de mon film. Ici, je peux ajouter toutes les couleurs que je veux, par exemple une couleur pour les couleurs justement, une couleur pour l'animation rough, et organiser comme ça les couleurs dont j'ai besoin. Et je peux toujours ici faire un appui long et réorganiser mes couleurs. Pour les listes personnalisées comme court-métrage, je peux exporter la liste ou la supprimer. Et pour toutes les autres, je peux exporter, et les couleurs par défaut, exporter et réinitialiser. Par exemple ici, j'exporte ma liste de couleurs de calque court-métrage, et ensuite en bas, importer, fichier, je récupère ma liste de couleurs, et je l'ouvre ici. Et bien sûr, je peux l'importer dans un autre plan également. Pour l'instant, je vais simplement aller supprimer. On m'indique que ça va retirer les couleurs sur tous les projets ayant cette couleur assignée. Ici, on est dans l'onglet bibliothèque, ce qui veut dire que ces palettes ici vont être partagées avec tout ce qu'il y a dans mon studio. Si j'ouvre ce plan ici, j'aurai ma liste court-métrage. Et le deuxième onglet, c'est l'onglet plan, qui fonctionne de la même façon, sauf que ce sont des listes qui seront dans ce plan en particulier. Et par exemple, je pourrais décider de créer une nouvelle liste, qui s'appellerait pour le coup anniversaire, pour ce plan en particulier, et ajouter une autre couleur de trait, une autre couleur de ref. Et à ce moment-là, si je retourne dans un autre plan de mon studio, j'aurai toujours court-métrage évidemment, mais dans plan, il n'y aura pas de plan parce que c'est pas dans ce plan-là que cette liste a été créée. Je pourrais par contre importer depuis les fichiers la liste que j'aurais exportée depuis le fichier anniversaire, ou même choisir une liste dans bibliothèque. Ici pour l'instant, il y a court-métrage, couleur utilisateur et couleur par défaut. Et dans ce fameux plan anniversaire, dans plan, je pourrais appuyer ici, exporter vers la bibliothèque. À ce moment-là, la liste est disponible dans la bibliothèque et sur n'importe quel autre plan, elle sera là également. Et si je la supprime depuis ce plan-là, elle est supprimée partout, mais bien sûr ici dans mon plan, elle reste parce qu'elle est liée à ce plan.
Dans l'onglet plan, je peux donc importer d'autres listes, je peux créer de nouvelles listes, et si j'exporte ce plan en particulier en .peg pour l'envoyer à quelqu'un, les listes contenues dans plan ici seront présentes sur l'iPad de l'autre personne. De cette façon, on sépare complètement les listes de couleurs qui sont globales dans le studio, parce que la plupart du temps, on va avoir les mêmes listes finalement pour tout ce qu'on fait dans notre studio. Et s'il y a des productions en particulier avec des codes couleurs différents, on les assigne au plan. Comme ça, on peut l'envoyer à droite à gauche et qu'à chaque fois, on retrouve ces mêmes listes. Voilà donc comment utiliser les calques, les groupes de calques et les couleurs de calques dans Calipeg. Comment exporter votre animation depuis Calipeg? Pour exporter votre animation, allez dans les paramètres dans la barre du haut, puis dans l'onglet Export. Ici, vous pouvez choisir le type d'export et son format. Dans les types, il y a séquence et image. Dans image, vous pouvez exporter en PNG avec ou sans l'arrière-plan, en PSD, et en TGA avec ou sans l'arrière-plan. Vous pouvez aussi décider d'exporter une séquence, notamment la séquence Calipeg qui va exporter un fichier .peg qui contient toutes les informations de votre plan et qui peut être ouverte à nouveau dans Calipeg. Si vous exportez un .peg, vous pourrez l'importer à nouveau dans le studio avec le bouton importer, et c'est aussi la meilleure façon de sauvegarder, de sécuriser vos plans, par exemple sur un stockage externe, d'exporter régulièrement vos .peg. Vous pouvez exporter en tant que séquence PNG, et à ce moment-là, on a différentes options. Déjà, exporter ou non l'arrière-plan. Ensuite, exporter la structure. En gros, ici, si j'exporte la structure, ça va créer un dossier par calque et différents fichiers PNG pour toutes les feuilles. Et ici, je peux décider d'exporter une image par feuille, parce que par exemple, cette feuille-là sera exportée 32 fois, et si je veux que ce soit exporté une seule fois, dans les paramètres, j'indique exporter une image par feuille. C'est exactement le même principe pour l'export séquence en TGA, on a les mêmes options. On peut aussi exporter en PSD. La différence entre l'export image et l'export séquence en PSD, c'est qu'en export image, on va exporter seulement cette image-là avec tous nos différents calques qui seront des calques dans le PSD. Et en séquence PSD, on va exporter un PSD pour chaque image. Toutes les informations sur le timing de votre plan, donc la durée de vos feuilles, etc. ne sera pas comprise dans un fichier PSD. Et toutes les feuilles dureront une seule image. Si vous exportez en tant que séquence PSD, vous pourrez l'importer à nouveau dans Calipeg en mode vertical ou horizontal. Et on verra ça ensemble dans la partie sur les imports. Ensuite, on peut exporter en MP4 avec ou sans l'audio. Quand j'exporte une vidéo, je peux aussi changer les images par seconde ici. Je peux exporter en HEVC avec transparence, en décidant ou non d'avoir de la transparence. Les fichiers HEVC exportés depuis Calipeg sont des points MOV, donc des points MOV, que vous pouvez importer dans LumaFusion ou Final Cut en gardant la transparence de la vidéo. Et vous pouvez également l'importer de nouveau dans Calipeg, en gardant la transparence. Je peux également exporter en GIF, avec ou sans l'arrière-plan. Et ensuite, on a des formats particuliers, comme le JSON ici, qui est un moyen de passer de Calipeg à d'autres logiciels. Par exemple ici, on peut passer de Calipeg à Toon Boom Harmony, Adobe After Effects, TV Paint Animation. Toutes les informations sont dans ces liens ici, donc il vous suffit, avant d'exporter ou après, de regarder comment on fait pour l'importer dans le logiciel en question avec un script qu'on fournit. Toujours dans cette partie envoyée vers d'autres logiciels, on a l'export OCA, qui permet d'aller dans Blender, donc pareil, on a les informations ici. Et enfin, un export XDTS, qui permet d'exporter votre animation vers Clip Studio Paint, Toei Digital Exposure Sheet et OpenToonz. Et on va réaliser bientôt de la documentation pour expliquer comment faire ces imports-là. Quand vous exportez une séquence, vous avez accès ici à l'aperçu. Donc on peut se déplacer, on peut ici bouger les points d'entrée et points de sortie. Par exemple ici, je veux faire uniquement depuis l'image 20 jusqu'à l'image 55. Les exports vers d'autres logiciels vont contenir toutes vos informations, donc tous les calques, toutes les feuilles, la durée de ces feuilles et dans certains cas vos calques de transformation et vos courbes qui pourront toujours être modifiées. Par exemple, c'est possible dans Toon Boom Harmony et dans Adobe After Effects. Comment gérer les noms de fichiers de vos exports dans Calipeg? Pour ça, on va dans les paramètres, nom de fichier, et ici, on a accès à différentes options pour déterminer la nomenclature des dossiers et des images qui vont être exportés quand on fait un export en séquence. Ici, je peux déterminer le nom du dossier créé lors de l'export structure. Pour l'instant, c'est simplement le nom de mon calque, mais je peux aussi mettre un nombre à côté. Définir si le séparateur sera un tiret du haut ou du bas, ou un point. Je peux ajouter un texte et entrer n'importe quoi ici. Sur les chiffres, je peux décider que ce sera seulement 2 chiffres en plaçant 2 zéros. Pour supprimer, je fais un appui long glissé vers la corbeille. Et c'est pareil pour la nomenclature des images qui seront donc contenues dans ces calques. Donc ça pourrait être par exemple le nom du calque avec 4 chiffres. Je rajoute ici le nom du plan qui va être avant le nom du calque. Et pareil en haut, je voudrais mettre le nom du plan
avant le nom du calque et enlever le numéro pour le dossier, j'en ai pas forcément besoin ici. De cette façon, si votre studio a une façon particulière de gérer les noms des fichiers, vous organisez tout ça ici et ce sera appliqué dans vos exports de structure. Comment importer des éléments dans Calipeg? Vous pouvez importer depuis le studio avec le bouton Importer en utilisant la caméra de l'iPad, votre album photo, vos fichiers ou en important une séquence. Depuis les fichiers, vous pouvez aussi importer un fichier Calipeg, donc une séquence .peg, que vous auriez exporté depuis cet iPad ou un autre pour retrouver votre travail ici. Si je veux importer une séquence d'images PNG, j'appuie sur Séquence, je choisis le dossier avec ma séquence et j'appuie sur Ouvrir. À ce moment-là, j'ai un panneau qui s'affiche avec tous mes différents dossiers que je peux sélectionner ou désélectionner. Je peux les ouvrir, décider d'importer telle ou telle image ou non. Dans mon cas, je sélectionne tout et j'importe. Ça va créer un calque pour chaque dossier et une feuille pour chaque fichier PNG. Et tout ça sera importé dans l'ordre alphabétique. Quand on importe une séquence d'images PNG, il n'y a pas d'informations sur le timing, sur la durée des feuilles, etc. Il faut donc tout refaire. Si vous voulez garder toutes les informations sur votre plan, exportez-le en fichier séquence Calipeg et ensuite importez-le depuis le studio. On peut aussi importer une séquence d'images avec un dossier qui contient un fichier JSON et le fichier JSON permettra de replacer correctement votre timing, donc la durée de toutes vos feuilles pour récupérer votre animation telle qu'elle. Maintenant, si on importe un fichier PSD, depuis Importer fichier, je sélectionne mon PSD, Ouvrir, et j'ai maintenant deux possibilités, l'importer verticalement ou l'importer horizontalement. Si je l'importe verticalement, j'aurai tous mes calques importés l'un par-dessus l'autre, et si j'importe ce même PSD horizontalement, j'aurai ici un seul calque avec différentes feuilles qui sont les différentes couches de mon illustration au PSD, et si j'avais plusieurs dossiers dans mon PSD, ça créerait des calques différents, un calque par dossier. Je peux aussi importer depuis un plan, en créant une nouvelle feuille avec un double tap, puis l'outil d'import, par exemple ici dans mes photos, j'importe cette image-là, et ensuite je peux la transformer, la déplacer comme je veux, puis valider. Je pourrais à ce moment-là l'étendre, créer un fichier dessin, et baisser l'opacité de ce calque pour m'en servir de référence par exemple. Je peux aussi importer depuis ce bouton ici, en important directement une photo ou une vidéo, dans mon album photo, mes fichiers, je peux importer aussi de l'audio ou une séquence d'images. Par exemple ici, j'importe mon fichier PSD, en horizontal, ce qui me permettra de retrouver les différents calques de mon PSD en tant que feuille dans mon calque. Si j'importe depuis le bouton d'import en haut de la pile de calques une vidéo qui contient du son, j'aurai deux nouveaux calques, un calque vidéo et un calque audio contenant le son de ma vidéo. Par contre, si j'importe la même vidéo dans un calque audio, j'aurai seulement le même clip audio dans ce calque. Et si j'importe une vidéo contenant du son dans un calque vidéo, j'aurai seulement le clip vidéo. Par contre, si j'importe la même vidéo contenant du son avec le bouton importer dans le studio, ça va créer un nouveau plan contenant deux calques qui sont le calque vidéo et le calque audio. Et la dernière façon d'importer quelque chose dans Calipeg, c'est l'import avec le glisser-déposer, donc le drag and drop. Par exemple ici, je fais glisser mon application photo sur le côté. Je sélectionne une photo que je veux importer, par exemple celle-ci, et je fais simplement la glisser, ce qui va créer une nouvelle feuille. Et ici, je pourrais manipuler mon image, la valider et importer comme ça de nouvelles images. Si je glisse sur une autre image dans la timeline, j'aurai automatiquement validé les transformations. Ici, je vois simplement l'onion skin et je peux continuer de cette façon à importer mes images. Il faut bien se rappeler qu'on peut simplement glisser-déposer une image à la fois. Et voilà comment importer des éléments dans Calipeg. Comment utiliser le studio dans Calipeg? Le studio est l'endroit où vous gardez tous vos plans et vous pouvez les organiser dans des scènes et des dossiers. Quand vous commencez, votre studio est vide et vous pouvez simplement créer un nouveau plan, une nouvelle scène ou un nouveau dossier avec le menu dans le plus. Pour créer un nouveau plan, on tape sur Nouveau plan. Ensuite, on peut définir le nom, le preset ici, le pré-réglage, par exemple définir que ce sera un format carré ou même créer son propre format. Par exemple ici, un format 4K et je vais ajouter un preset que j'appelle 4K. Et à ce moment-là, j'ai un nouveau preset dans ma liste. Et d'ailleurs, cette liste, je peux appuyer sur les éléments pour les déplacer et réorganiser. Je peux aussi glisser pour renommer ou supprimer un de mes pré-réglages. Ici, je peux changer le nombre d'images par seconde, définir la durée de mon plan, même si cette durée peut ensuite être modifiée à l'intérieur du plan, et choisir par exemple de faire deux plans en même temps et de créer une scène. Et à ce moment-là, j'ai une nouvelle scène qui a le nom que j'ai donné et qui contient mes deux plans.
Pour aller dans une scène, j'appuie sur son nom et je peux retourner dans le studio avec ce bouton en haut. Pour créer une nouvelle scène, j'appuie sur Nouvelle scène. Je peux lui donner un nom, ma scène. Ça crée une nouvelle scène ici. Pareil pour un dossier. Le dossier est juste là. L'organisation est toujours la même. Les plans en haut, ensuite les scènes, et ensuite les dossiers. On peut utiliser Importer ici, pour soit utiliser la caméra de l'iPad, aller dans son album photo, dans ses fichiers ou dans la séquence, pour importer des fichiers vidéo, audio, des fichiers PEG, des PSD. Il y a une partie spécifique là-dessus que vous pouvez regarder. Ici, je vais supprimer cette scène par exemple. Donc j'appuie sur le menu à 3 points, supprimer. Tous les plans qu'elle contient vont être supprimés. Et on reviendra sur ce menu un peu plus tard. On ne peut pas changer la disposition plan, scène, dossier du studio, mais on peut décider l'ordre dans lequel les éléments vont apparaître dans ces sections. Pour l'instant, ici, dans ce menu, on est dans les fichiers les plus récents. Donc si j'ouvre par exemple le plan du train, et que je reviens, il va se mettre en premier. Je peux choisir ordre défini par l'utilisateur, et à ce moment-là, avec un appui long, je peux définir moi-même l'ordre de mes plans. C'est la même chose dans les scènes, j'appuie long, je déplace, pour changer l'ordre de mes scènes. Et c'est pareil pour les dossiers, appui long, on déplace. Et enfin le dernier, ordre alphabétique, ce sera simplement dans l'ordre alphabétique. Je reviens en mode fichier les plus récents. Je peux sélectionner un plan en faisant un appui long pour le glisser dans une scène ou à l'extérieur d'une scène. Je peux glisser une scène à l'intérieur d'une autre scène et créer un dossier. Ce dossier contiendra donc mes deux scènes. Et ensuite, je peux de nouveau appuyer ici, glisser vers le studio avec un appui long pour sortir mes deux scènes de ce dossier qui maintenant est vide et que je peux supprimer. Si je fais un appui long sur un plan et que je le glisse sur un autre, je peux créer une scène ou un dossier à partir de ces deux plans. Pour diviser une scène, j'appuie sur ce menu, diviser groupe, oui, et mes deux plans seront de retour dans la section plans qui ne sont pas dans des scènes ou des dossiers. Les plans, les scènes et les dossiers ont tous et toutes un menu. Les trois boutons ici permettent de renommer, de compresser, ce qui est très utile parce que par exemple les plans ici peuvent être assez lourds vu qu'il y a beaucoup d'images en haute résolution. Ici ce plan fait 6,68 Go et si je le compresse, ça va créer une archive qui va contenir bien sûr toutes les informations de mon plan et qui sera aussi beaucoup plus légère tout en restant dans mon plan, ce qui fait que je n'ai pas besoin de supprimer mon plan, je vais juste le compresser, il sera beaucoup plus léger et je pourrai comme ça gagner de la place dans l'iPad. Maintenant, ce plan qui pesait 6,68 Go pèse seulement 240 mégas une fois compressé. Et à n'importe quel moment, j'appuie sur décompresser pour ouvrir le plan, donc ça va décompresser le plan, et je pourrai à nouveau travailler dessus. Depuis le menu du plan, je peux aussi dupliquer, supprimer. Je peux également exporter, donc j'aurai le même menu d'export que si j'étais à l'intérieur du plan, avec toutes mes options de format, de type. Par exemple ici, je pourrais décider d'exporter en JSON vers After Effects, directement depuis mon studio. Ici, on a d'autres types d'export. Exporter les images permet d'exporter les images PNG contenues dans votre plan, pour pouvoir les réimporter en séquence si besoin. Avec l'option export d'image, je dois simplement définir la taille, donc en pixels, de ce plan, puis ensuite exporter. Et enfin, exporter vers le dossier Calipeg, ce qui permettra d'exporter vers le dossier sur mon iPad Calipeg et que le plan se trouve ici. Dans les menus des scènes, on peut renommer. Exporter également, donc ici ça va exporter deux plans, par exemple là, deux plans en JSON vers TV Paint. Je peux dupliquer cette scène avec également les plans à l'intérieur, je peux la supprimer. Et dans une scène, je peux aussi taper sur le plus ici et accéder à nouveau au même menu que dans Nouveau plan, pour créer un ou plusieurs plans directement dans une scène. Si je supprime une scène, ça va supprimer tous les plans à l'intérieur. Et si je ne veux pas les supprimer, je vais simplement aller diviser le groupe, pour que les plans soient renvoyés dans la partie haute. Sur la partie gauche du studio, vous avez accès aux filtres. On peut ouvrir ou fermer cette fenêtre avec l'icône en haut à gauche. On a différentes catégories, plans, scènes, dossiers et couleurs. Si je tape sur plan seulement, je verrai seulement les plans qui sont dans cette partie là-haut, donc les plans qui ne sont pas contenus dans une scène ou un dossier. Si je tape décompresser, je verrai uniquement les plans, donc ceux qui ne sont pas dans des scènes ou dossiers, qui sont décompressés. Pareil, si je tape compresser, il y a lui seulement qui est compressé ici. Pour désactiver un filtre, j'appuie dessus. Et par exemple ici, je pourrais compresser ce plan. Et si je passe en compressé, maintenant j'aurai ces deux plans-là. Si je tape seulement sur les scènes,
je verrai seulement les scènes qu'il y a dans mon studio. Si je tape manger, je verrai seulement les scènes qui sont à l'intérieur de la scène manger, ce qui n'est pas possible parce qu'on ne peut pas avoir une scène dans une autre scène. Si j'enlève le seulement, je verrai uniquement ce qu'il y a dans la scène manger. C'est pareil pour les dossiers. Seulement, ici, je vais avoir seulement les dossiers qui sont dans la scène manger, ce qu'il n'y a pas. Je désactive manger et je vois tous mes dossiers. Ou alors ce qu'il y a dans mon dossier. Ici, seulement les dossiers qu'il y a dans mon dossier, donc j'enlève seulement. Et de toute façon, il n'y a rien dans ce dossier ici. On peut voir qu'il y a 0 élément. Et ici, court-métrage, il y a seulement les plans qu'il y a dans mon dossier court-métrage. Si j'ai plusieurs filtres activés, à n'importe quel moment, je peux réinitialiser les filtres. Et enfin, les filtres de couleurs sont les couleurs assignées à vos plans, pour s'organiser. Par défaut, il y a plusieurs couleurs si le plan est OK, à faire, en cours de réalisation, ou s'il y a des corrections à faire. Par exemple, ici, je veux dire que anniversaire est OK, donc j'appuie sur la couleur, je reste appuyé et je glisse la couleur jusqu'au rond en haut à droite du plan. Si je tape sur ce label de couleurs, j'ai accès à ma liste, qui est similaire à la liste de couleurs de calque, mais c'est une liste complètement séparée, puisque c'est pas la même fonction. Je peux importer d'autres listes de couleurs, je peux créer une nouvelle liste, et je peux ajouter une couleur ici. Par exemple là, je pourrais dire projet 1, pour indiquer que ce plan fait partie du projet 1. Et je vois que la couleur est apparue ici. Par exemple ici, je pourrais dire que ce plan-là est à faire, que celui-ci a besoin d'une correction. Dans le menu, je peux aussi exporter cette liste-là pour l'importer dans un autre Calipeg. Je peux glisser pour éditer, renommer ou supprimer cette couleur. Donc éditer me permettra de faire ça. Renommer, de renommer. Et supprimer va simplement supprimer cette couleur à la fois des plans auxquels elle était assignée et aussi dans ma liste de couleurs en bas à gauche. Par exemple ici, je pourrais très bien créer une nouvelle liste qui s'appellerait mon film et qui va contenir différentes couleurs. Et je peux également ici supprimer ou exporter ma liste personnalisée. Sur le côté, je peux aussi glisser pour éditer, renommer ou supprimer une couleur. Je peux sélectionner plusieurs plans à la fois avec le bouton sélectionner. Sélectionner par exemple ces trois-là en disant que c'est un travail en cours. Et le label va être appliqué sur toute ma sélection. Je peux désélectionner, je peux sélectionner des plans à l'intérieur d'une scène ou de plusieurs scènes et dire ça c'est à faire et terminer. Je peux aussi sélectionner l'ensemble pour faire des actions spécifiques. Je peux tout désélectionner. Je peux aussi par exemple sélectionner mes 3 scènes, exporter et exporter tous les plans de mes 3 scènes en MP4 avec de l'audio, et j'aurai ici la liste de tous les plans qui vont être exportés. Donc comme ça, en une seule étape, je peux exporter tout ce que je veux. Dans la sélection ici, je peux appuyer sur plus, et dupliquer ces 3 plans. Je peux aussi bien sûr les supprimer, les compresser tous ensemble, pour justement gagner de l'espace dans mon iPad. Je peux les regrouper, pour faire une nouvelle scène ou un nouveau dossier, et je peux aussi retirer les labels de couleurs, pour enlever les couleurs présentes. Et par exemple ça, je peux le faire aussi dans cette liste ici en n'ajoutant aucun, pour supprimer la couleur. Et les filtres fonctionnent aussi avec les couleurs bien sûr. Par exemple ici, je veux seulement voir les choses en cours de réalisation, à l'intérieur de la scène manger, et il y a seulement celui-ci par exemple. Et encore une fois, n'importe quand, réinitialiser les filtres. Il y a également une barre de recherche en haut pour chercher par exemple un plan en particulier. Cette icône ici, c'est une scène. Et cette icône ici, c'est un plan. Et je peux faire un appui long pour soit ouvrir le plan, soit le montrer dans le studio. Et il sera affiché ici. Et sinon, je tape sur le résultat de la recherche, et ça ouvre directement mon plan. Et on peut donc chercher des plans, des scènes, ou des dossiers. En bas ici, j'ai la possibilité de compresser tous mes plans pour gagner de l'espace dans mon iPad. Par exemple ici, pour le moment, j'ai 24 plans qui prennent 49,32 Go, et je vais tout compresser. Et ici, en compressant mes 24 plans, l'ensemble de mon studio ne pèse plus que 1,99 Go, parce que la compression va permettre de réduire énormément la taille de vos fichiers. Et on a également accès à l'espace restant dans l'iPad juste en dessous. Et voilà comment utiliser le studio dans Calipeg pour organiser votre production. Comment utiliser la sauvegarde et la restauration dans Calipeg? Calipeg sauvegarde automatiquement le plan sur lequel vous travaillez toutes les 30 secondes et à chaque fois que vous retournez dans le studio. Si vous voulez être sûr que votre plan est sauvegardé, retournez dans le studio à la fin de votre session de travail. Vous pouvez exporter des versions de sauvegarde qui vous permettront de restaurer votre travail si besoin, qui se trouveront dans l'application Fichier,
sur mon iPad, Calipeg, Backup. Vous pouvez paramétrer la fréquence de ces exports dans les paramètres, Général, temps entre les restaurations et nombre maximum de restaurations conservées. Pour cette démonstration, je l'ai placé à 1 minute, mais il faut absolument pas faire ça de votre côté parce que c'est trop court. C'est simplement que ce temps de restauration va indiquer au bout de combien de temps il y aura une notification qui va se trouver juste là pour vous permettre d'exporter votre fichier de restauration. Je vous conseille bien sûr de faire créer maintenant et ça va exporter un fichier .peg dans l'emplacement que j'ai évoqué avant. Il faut bien différencier ça de la sauvegarde, le plan est sauvegardé quoi qu'il arrive. C'est juste ici une version complètement à part, un export du plan pour pouvoir le réimporter si besoin. Quand la notification apparaît, vous pouvez aussi décider de le faire plus tard, et à ce moment-là, cette icône va rester ici, et vous pourrez n'importe quand créer maintenant votre fichier de restauration. Concernant l'intervalle entre les restaurations, le mieux est de le faire, je trouve, toutes les 30 minutes ou éventuellement toutes les 20 minutes, parce que si je le fais toutes les minutes, vu qu'il y a 5 restaurations maximum conservées, la 6e écrasera la première. Donc en fait, j'aurai 1 minute une sauvegarde, 2, 3, 4, 5, et à la 6e minute, la première minute sera donc remplacée, ce qui fait que j'aurai jamais de quoi revenir en arrière plus que 5 minutes sur mon travail en cas de problème. Donc le mieux ici, je trouve, c'est d'avoir 30 minutes et 5 ou plus restaurations conservées, à voir selon vos préférences et votre façon de travailler. Et dans ce cas ici, toutes les 30 minutes, il y aura une notification. Et je vous conseille aussi d'aller régulièrement dans l'export, d'exporter une séquence Calipeg, un fichier .peg que vous exporterez en dehors du dossier sur mon iPad Calipeg, donc sur un stockage externe, que ce soit un disque dur ou un stockage en ligne par exemple. Et pourquoi est-ce qu'il faut le mettre en dehors de sur mon iPad Calipeg? Parce que si vous supprimez Calipeg, ce dossier-là sera supprimé également et vos fichiers avec. Dans tous les cas, je vous conseille à chaque fin de session de travail d'exporter un .peg, c'est pas très lourd comme fichier, et de le placer en sécurité quelque part. Si vous voulez aller encore plus vite, vous allez dans le studio, sélectionnez, tout sélectionner, exporter, séquence Calipeg et vous exportez tous vos .peg en même temps. Et voilà comment sauvegarder et sécuriser vos fichiers d'animation dans Calipeg. Comment utiliser les raccourcis clavier sur Calipeg? Vous pouvez connecter un clavier sans fil Bluetooth à votre iPad pour utiliser les raccourcis clavier et aller plus vite dans votre animation. Faites un appui long sur la touche commande pour afficher les différents raccourcis clavier disponibles. Les flèches du haut et du bas permettent de défiler dans les calques. Les flèches de gauche et de droite permettent d'aller à l'image suivante et précédente. Vous pouvez définir le type de flip dans les paramètres, flip, et ici, style de flip, par exemple sur les feuilles, pour passer d'une feuille à une autre, dépendamment de là où vous êtes, donc sur votre calque. Et vous pouvez également défiler sur les marqueurs. Ici, il n'y a pas de marqueur, donc ce sera sur les images. Mais si je place des marqueurs avec des doubles tapes pour ajouter des marqueurs, je vais passer d'un marqueur à un autre. Ce qui peut être utile pour défiler uniquement sur vos poses-clés par exemple. Et si vous êtes par exemple sur les feuilles ou les images, vous pouvez appuyer sur CTRL et les flèches pour passer de marqueur en marqueur. Appuyez sur E pour passer à la gomme, sur B pour passer à la brosse, appuyez sur P pour passer en mode pipette, commande Z pour annuler, commande Shift Z pour rétablir, S pour sélectionner, Entrée pour valider, commande T pour transformer, commande C pour copier et commande V pour coller, commande X pour couper, la barre d'espace pour jouer votre animation ou l'arrêter, commande B pour couper la feuille à l'endroit où vous êtes, et ça va couper automatiquement toutes les feuilles. Et si j'ai seulement une sélection, ça coupera seulement à l'endroit de ma sélection. Supprimer pour vider la feuille, c'est l'équivalent du menu flottant et de cette option ici. O pour activer ou désactiver l'onion skin sur le calque sélectionné. Commande A pour sélectionner tous les calques. Commande A pour les désélectionner. F pour activer le pot de peinture. Appuyez sur B une fois pour aller dans les brosses et 2 fois pour arriver sur le panneau des brosses. Pareil pour la gomme et le panneau des gommes. Avoir un clavier et utiliser des raccourcis peuvent vraiment vous aider à animer plus vite et plus efficacement. Maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur comment utiliser Calipeg et faire de l'animation 2D n'importe où sur votre iPad. J'espère que ce guide est utile et qu'il vous aidera à animer vos personnages et à raconter vos histoires. Si vous avez des commentaires ou des retours d'utilisation, vous pouvez le dire juste en dessous dans la section commentaires ou nous contacter via la page de contact sur calipeg.com. Quand vous téléchargez Calipeg pour la première fois, vous pouvez l'utiliser pendant 7 jours gratuitement. Merci beaucoup d'avoir suivi ce guide et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Calipeg.